François Asselineau, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. Nous passons d'ailleurs un bonjour à votre communauté qui nous a chaudement recommandé maintes fois votre venue chez nous. Mais on leur a expliqué qu'on ne faisait pas les politiques, mais que exceptionnellement pour 2017, nous allons faire les présidentiables. Comment allez-vous ? Ça va bien, mais je peux réagir tout de suite à ce que vous avez dit. Allez. Communauté, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Nous, on a des citoyens français de tous les horizons. Je sais qu'il y en a certains qui sont parfois insistants. Très collants. Mais c'est pas moi qui le demande. Hein. Je ne donne pas d'instructions sur le thème « aller assaillir tel ou tel ». Non. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup de gens, et de plus en plus, qui nous rejoignent. Il y a un sentiment d'extrême injustice parmi les gens qui découvrent nos analyses, et mes analyses notamment, et mes conférences, parce qu'ils ont le sentiment que moi je dis des choses que ne dit aucun autre responsable politique, et je ne passe dans absolument aucun grand média audiovisuel, vous l'avez noté. Donc, vous êtes passé sur On n'est pas couché, c'est ça, non ? Je suis passé une fois chez Tadei, c'était il y a 3 ans, et encore, il m'a exfiltré 20 minutes avant la fin en disant « je crois que vous avez un rendez-vous ». Alors il y a des gens qui m'ont dit mais enfin président, pourquoi vous êtes parti 20 minutes avant la fin, pourquoi vous aviez pris un rendez-vous ? J'avais pas de rendez-vous, simplement il m'avait fait sortir 20 minutes avant la fin, très gentiment d'ailleurs. Enfin ils étaient venus retirer l'oreillette. Et puis je suis passé, c'était en septembre 2014, donc il y a 2 ans et 3 mois maintenant, je suis passé chez Ruquier, à On n'est pas couché, dans une émission qui avait été enregistrée dans les conditions du direct, c'est-à-dire 55 minutes, et puis le produit final, ça a été 18 minutes. Et il y a eu des coupes qui ont complètement dénaturé, d'ailleurs, ce que j'avais dit. Voilà. C'est les 2 fois où je suis passé. Chez nous, c'est dans les conditions du direct. On ne coupe pas, c'est un one-shot. On est payé par personne, d'ailleurs. On n'a pas d'agence de communication qui nous paye pour faire des interviews pour les primaires, ou je pense à certaines autres chaînes YouTube. Donc ici, on est 100% bénévole. C'est comme un UPR, 100% bénévole et payé par personne. Voilà. On a le temps de pouvoir délayer certaines idées. On va commencer avec vous. Vous êtes notre dernier de la journée. Et comme vous étiez à l'heure, contrairement à d'autres, on va bien prendre le temps. Qu'est-ce qui se passe avec la France ? On est face à une primaire de droite, une primaire de gauche, et puis des petits partis qui émergent à gauche, à droite. Donc vous êtes depuis très très longtemps dans la caste politique. Ça fait combien de temps que vous êtes haut fonctionnaire ? D'abord, il faut faire, à mon avis, la différence entre un haut fonctionnaire et ce que vous appelez la caste politique. Moi, je suis haut fonctionnaire depuis que je suis entré à l'ENA, c'est-à-dire en 1983. C'est-à-dire, ça fait un tiers de siècle, 33 ans. Et je suis entré à l'ENA parce que j'avais fait HEC, puis après j'avais été au Japon, et puis j'avais eu envie de présenter le concours de l'ENA pour entrer au Quai d'Orsay et devenir diplomate. Mon rêve à l'époque était un jour devenir ambassadeur de France au Japon. Vous parlez japonais ? Un petit peu japonais. Un haut fonctionnaire, c'est quelqu'un qui normalement doit obéir au pouvoir politique, quel qu'il soit, de droite ou de gauche. Voilà. Donc, quand on fait l'ENA, moi j'ai fait l'ENA, je suis sorti 2e de la voie de l'administration économique de la promotion 83-85, à baptiser promotion Léonard de Vinci. Et ensuite, j'aurais pu prendre le ministère des Affaires étrangères, comme c'était mon rêve premier, mais comme quand on sort très bien de cette école, vous le savez sans doute, on peut prendre ce que l'on appelle un grand corps de l'État, c'est-à-dire le Conseil d'État, l'Inspection générale des finances ou la Cour des comptes. Et comme j'étais plutôt de formation économique, j'ai pris l'Inspection générale des finances. Vous êtes à jour avec votre déclaration d'impôt ? Oui. Bon, je pense que ce serait difficile pour un inspecteur général des finances de remarquer tout est possible. Votre déclaration de patrimoine ? Oui. Elle est à jour ? Oui, enfin, des déclarations de patrimoine, on n'a pas spécialement... Je le ferai pour l'élection présidentielle. Mais on n'a pas spécialement à le faire en plus, enfin, pas plus qu'un autre administré, d'un autre conseiller. Vous avez un casier judiciaire ? Vierge. 100% ? 100% vierge. D'ailleurs, j'en fais un argument quand je vais voir des maires, en leur présentant... Alors, ils sont un peu éberlués en disant « Mais on ne vous demande pas ça ». Je dis « Mais moi, je vous le donne, parce que je considère qu'il est tout à fait scandaleux qu'on demande des casiers judiciaires vierges pour des quantités de professions en France, artisans taxi, sapeurs-pompiers, gendarmes, policiers, quand on présente le concours de l'ENA, pour devenir agent d'accueil de la SNCF, etc., pour s'occuper aussi d'enfants, etc. Quel âge vous avez ? Moi, j'ai 59 ans.
Mais je termine mon propos, je trouve que c'est scandaleux d'avoir ça, et puis que vous pouvez être élu de la République, et éventuellement chef de l'État, et avoir un casier judiciaire noir comme du charbon. D'ailleurs, j'en profite pour dire que nous, à l'UPR, quand on ira aux législatives ou à la présidentielle, tous les candidats doivent avoir un casier judiciaire vierge. Voilà. Mais peut-être revenons à ce que vous disiez auparavant, c'est-à-dire je suis haut fonctionnaire. Et un haut fonctionnaire, c'est pas quelqu'un qui fait partie de la caste politique. C'est quelqu'un qui, normalement, est censé, parce qu'il a subi des filtres, il a suivi des concours difficiles, c'est quelqu'un qui, normalement, est capable de présenter au plus haut niveau de l'État, d'abord de gérer l'administration à haut niveau de sous-directeur, directeur adjoint, directeur d'une administration centrale, dans tous les ministères. Et c'est quelqu'un qui, normalement, est capable de présenter, de faire passer au ministre des notes qui doivent être normalement assez concises et très claires pour expliquer la situation et pour lui demander des instructions en lui faisant des propositions. C'est ça. Comment ça se passe au sein de l'UPR ? Il y a un leader charismatique qui est François Asselineau qui règne d'une façon dictatoriale sur son parti. Vous avez des assemblées constituantes. Comment ça se passe chez vous ? Alors, est-ce que vous avez évincé des gens qui tournaient trop autour du pouvoir ? Non, alors l'UPR ? déjà, le coup du leader charismatique, il faudrait savoir, parce que depuis que j'ai créé l'UPR il y a 10 ans... On vous a tout reproché sauf d'être charismatique, c'est voilà, ça ? en général, on m'a dit que j'ai vu circuler sur Internet des gens qui disaient que j'étais un excellent professeur, mais que j'étais pas un homme politique, des gens que j'avais un charisme de nul, et ci et ça. Bon, j'ai vu, parfois ça m'arrive encore de recevoir des courriels ou des courriers, assez rarement maintenant, mais quand même, de gens qui sont dans des zones très rurales et qui me disent « Vous ne savez pas vous y prendre pour créer un parti politique ». Bon, très bien, mais ils ont fait quoi, eux, pour me donner des conseils ? Il n'en demeure pas moins que... Arrêtons les qualificatifs. Il y a un moment à partir duquel il faut prendre en compte la réalité. La réalité, c'est que j'ai créé un mouvement politique à partir de rien, sans argent, sans soutien médiatique, sans aucun soutien politique. Entre-temps, j'avais fait du cabinet ministériel, et puis vous allez peut-être me poser des questions là-dessus. Et puis, je m'étais rapproché de la sphère politique, ça c'est tout à fait exact. Mais j'ai rompu avec les gens que j'avais connus. Je n'ai pas eu le moindre soutien politique. J'aurais même plutôt eu des entraves à mon action. Et donc j'ai fait ce mouvement politique. Normalement, je n'aurais dû arriver à rien. Voilà. Tout le monde m'a dit « Vous n'arriverez à rien ». Quand j'ai créé l'UPR le 25 mars 2007, Madame Marie-France Garot, que je connaissais pas beaucoup, mais un petit peu, je l'avais vue ici ou là, je lui avais proposé de venir au congrès fondateur de l'UPR le 25 mars 2007. J'espérais que ça donnerait un petit peu de lustre à ce... Et je l'avais eu au téléphone et elle m'a dit « Non, monsieur, je ne viendrai pas à votre congrès ». Alors j'avais dit 1 heure au téléphone. Hein. J'ai dit « Pourquoi ?» Elle m'a dit « Parce que vous n'arriverez à rien ». Je lui ai dit « Je vous remercie de ces encouragements qui me vont droit au cœur ». Elle me dit « Mais ne le prenez pas mal ». Je dis « Non, je prends très très bien, mais pourquoi est-ce que je n'arriverai à rien ?» Et elle m'a répondu « Parce que monsieur, on ne peut plus créer de parti politique en France, parce que vous n'aurez ni l'argent, ni les médias. » De fait, je n'ai pas eu l'argent, je ne suis financé que par les gens qui me font confiance, que par les Français. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que je n'ai pas les grands médias. Je commence à avoir maintenant, on commence à avoir des médias régionaux. Combien vous gagnez d'argent net ? Par l'UPR, 0 €. Par l'UPR, 0 €. Par mon salaire, j'ai un salaire de haut fonctionnaire d'ailleurs. Je ne suis pas là pour faire pleurer sur mon sort. Combien Je n'ai pas très envie de le dire. Ah bah il faut le dire. Non, j'ai pas spécialement envie de le dire. Mais c'est un salaire que est assez facile à trouver. En tout cas, sachez que c'est nettement moins que 10 000 € et que et c'est nettement plus que 5 000. La vraie vérité, vous savez quoi ? La vraie vérité, c'est qu'on m'a retiré mes primes. Et les primes dans la haute fonction publique, c'est un moment important. Voilà. Et on m'a retiré mes primes. J'ai un chef de service, par exemple, qui m'a retiré mes primes au moment des élections, européennes, parce que j'avais mis... j'étais candidat de tête de liste, et puis j'avais mis mon nom, François Asselineau, inspecteur général des finances. Voilà. Et normalement, il faut mettre sa profession. Mais moi, elle m'a appris, je ne le savais pas, que paraît-il, il y a une déontologie à l'inspection qui est de ne pas mettre sa profession. Voilà. Enfin, j'aurais dû mettre. Alors maintenant, je mets... quand j'étais candidat au régional, j'ai mis que j'étais haut fonctionnaire. Voilà. Donc je suis plus vague que ça. Voilà. Donc on en était à... On en était un peu charismatique
Quand sur Internet, on nous a objecté, nous, de recevoir François Asselineau. Alors, on a répondu qu'on recevait qui on voulait quand on voulait. Mais on nous a reproché de recevoir un confusionniste qui propageait les complots partout, qui n'aidait pas l'Internet à avancer. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ces gens-là ? D'abord, ces gens-là... confusionnistes. Qui sont-ils ? Qui sont les gens qui parlent de confusionnisme, hein ? Moi, s'il y a bien quelque chose que j'ai apporté, me semble-t-il, c'est justement de préciser et de chasser la confusion. Vous savez, il y a des gens qui me traitent de gourou et de secte. Il faut porter plainte. Hein. Alors, oui, mais c'est difficile de porter plainte, hein, parce que d'abord... Enfin, on en reparlera si vous voulez, mais juridiquement, c'est assez difficile. Mais secte et gourou, moi j'ai regardé ce que c'était qu'une secte et un gourou. Hein. Donc je me suis renseigné, il y a un organisme interministériel qui s'appelle la MIVILUD, Mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires. Donc je dis, qu'est-ce que c'est qu'une secte et qu'est-ce que c'est qu'un gourou ? Une secte, la caractéristique numéro 1 d'une secte, c'est que c'est un organisme, une association, un groupe humain qui affaiblit le sens critique de ses adhérents. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'UPR, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que je passe depuis 10 ans mon temps à donner le maximum d'informations à tous les gens qui m'écoutent, qui me font confiance, pour affûter leur sens critique. Pour qu'ils découvrent, par exemple, un par un, les articles des traités européens. C'est une politique de discrédit qu'on a lancée contre vous ? Bien sûr. Et je termine mon propos. Premièrement, une secte, c'est ça. Ça affûte. Normalement, ça doit affaiblir le sens critique des adhérents. C'est le contraire que je fais. Deuxièmement, la deuxième caractéristique d'une secte, c'est qu'à la tête, il y a un gourou. Et le gourou présente 2 particularités. Donc, le point numéro 2, c'est que le gourou est quelqu'un qui aime l'argent et qui se fait donner plein d'argent. Je vous ai dit à l'instant que moi, ça m'a coûté de l'argent, honnêtement. Et comme compte tenu du pédigré que j'ai, HEC, ENA, Inspection Générale des Finances, normalement, je devrais être dans une grande banque française et gagner des sommes inimaginables. Hein. C'est quoi une somme inimaginable ? Une somme inimaginable, c'est Frédéric Oudéa, inspecteur général des Finances comme moi, qui est à la tête de la Société Générale, président. Et allez voir les Échos, où je ne raconte pas quelque chose de très indiscret, puisque c'est sur la place publique. Challenge ou les Échos, je crois qu'ils gagnent quelque chose comme 260 000 € par mois. Voilà. Une broutille. Une broutille. Personnellement, je trouve que ce genre de salaire est assez indécent et assez scandaleux. À partir de combien un salaire devient indécent ? Moi, je trouve qu'un salaire devient indécent à partir de quoi ? Je dirais... Je trouve qu'au-delà de 40 000 €, 50 000 € par mois, ça fait quand même beaucoup. Voilà. Net ? Oui, net. Je trouve que 50 000 €. C'était d'ailleurs, je crois, 30 000 €, 40 000 €, c'est à mon avis, c'est le salaire que gagnaient les dirigeants de grandes entreprises publiques, hein, à peu près. Mais maintenant, dans le privé, vous avez des gens qui gagnent comme ça, et même beaucoup bien davantage, sans compter les stock options, etc. Donc vous avez une toute petite partie de la population, mais qui se chiffre en quelques milliers de personnes, quelques centaines peut-être de personnes, qui gagnent des sommes tout à fait considérables. Bon, mais je termine encore mon truc sur le gourou, parce que le gourou, donc c'est le deuxième point, c'est qu'il veut de l'argent. Enfin, moi, ça m'a coûté. Et le troisième point, c'est qu'un gourou, il exige de ses adhérents, de ses fidèles, une obéissance aveugle, quoi qu'il puisse dire et faire. Voilà. Alors moi, excusez-moi, mais si demain, moi, quand j'ai créé l'UPR, j'ai fait un cadrage très précis, avec une charte fondatrice, en fixant quels sont les objectifs du mouvement. Sortir de l'Union européenne, sortir de l'euro, sortir de l'OTAN. Depuis 10 ans bientôt, ça va faire 10 ans le 25 mars prochain, je n'ai jamais varié d'un iota sur ces questions. Pas une virgule, je n'ai jamais varié. Et mon programme politique que j'ai présenté en 2011 n'a pas non plus varié d'un iota. Si demain, je commençais à dire, finalement, on va faire, en fait, vous savez, finalement, il vaut mieux une autre Europe, finalement, je me suis un petit peu trompé, c'est un peu excessif, on ne va pas sortir de l'Union européenne, on va proposer une autre Europe comme tous les autres.
ou alors je vais faire alliance avec des gens qui ne proposent justement pas de sortir de l'Europe, ou bien c'est un mouvement qui se veut un mouvement de rassemblement national au-dessus du clivage droite-gauche, et si je disais demain, finalement je vais faire alliance avec monsieur Mélenchon et les communistes, ou je vais faire alliance avec madame Le Pen, ou avec monsieur Dupont-Aignan, ou avec je ne sais pas qui, il y aurait 80% des gens qui sont à l'UPR, de nos adhérents, qui renverraient leur carte. Parce qu'ils sont devenus, et ils sont extrêmement... J'ai affûté le sens critique. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis rassuré, je me suis dit, mais je suis justement le contraire exact de ce qu'est une secte et un gourou. Mais si vous voulez bien poursuivre ce raisonnement, regardez par exemple le Parti Socialiste. Le Parti Socialiste avec Hollande. Est-ce que le Parti Socialiste, c'est un organisme qui affûte le sens critique de ses adhérents? Pas du tout. Au contraire, ils passent leur temps à faire du blougui-blouga, on n'y comprend rien. D'ailleurs, c'est pareil pour les autres partis politiques, des slogans politiques vides de sens. Hein. Regardez Macron, enfin, c'est du délire. Vous allez sur le site de Macron, il n'y a rien. Le type, ce sont des propos généraux du style « oui, la France doit se mettre en marche », enfin bon, rien. Vous voulez pas nous pousser un petit cri à la Macron, là? Non, je suis pas hystérique. Mais ça, c'est une secte. C'est-à-dire... Macron est une secte? Ça ressemble à une secte. C'est-à-dire, c'est fondé sur... On annihile le sens critique des gens. D'ailleurs, on va peut-être en parler, mais s'il y a bien quelque chose que l'UPR a apporté sur la scène politique, c'est au contraire d'affûter constamment le sens critique des gens pour qu'ils ne se fassent plus avoir. Bon, allez, je reprends la parole. Et puis, je termine sur Hollande. Hollande... Et les gens du Parti Socialiste fait pareil des Républicains. Est-ce que oui ou non, ils sont attirés par l'argent? Oui, ils sont attirés par l'argent. Il faut bien payer les coiffeurs quand même, merde. Et troisièmement, ils ont tout du caractère du gourou, puisque lorsque Hollande dit une chose puis son contraire, les gens sont priés de suivre. Vous vous rappelez ce troisième critère, un gourou, c'est quelqu'un qui demande l'obéissance de ses adeptes, quoi qu'ils puissent dire et faire. Hollande, il dit « mon adversaire, c'est la finance » au discours du Bourget en début 2012. Bravo. Après ça, il nomme Macron. Il faut approuver. Il a dit tout et son contraire, et les adeptes sont obligés de suivre. C'est-à-dire que la réalité, c'est que c'est les socialistes, c'est les républicains qui, en fait, ont toutes des caractéristiques d'une secte de gourou. C'est ça la réalité. D'accord. Vous, François Asselineau, vous sortez, vous restez dans l'Europe? Vous faites quoi? Non, on en sort. C'est la quintessence même. Comment vous allez sortir? Avec vos petits bras, comme ça? Non, pourquoi mes petits bras? D'abord, j'ai pas spécialement des petits bras. Deuxièmement, j'applique des traités. Voilà. Il y a un article, l'article 50 du traité de l'Union européenne, qui dit que tout État membre peut quitter l'Union européenne conformément à ses règles constitutionnelles. Et bien, j'applique un article. Voilà. Point. C'est une clarté absolument limpide. Personne ne peut, même mes pires adversaires... Ça va pas être le bordel? Mais ça, c'est autre chose. C'est peut-être pour ça que les autres veulent pas sortir. Non, mais attendez, ça, c'est un deuxième... On va en parler. Au contraire, je ne veux parler que de ça. Mais il y a déjà un point fondamental qui est très, très important à comprendre. Je suis le candidat du Frexit. Aucun autre dirigeant politique français ne propose ce que je propose, et je le propose pas. Attention, on demande à tout le monde. Hein. Oui. Vous êtes sûr? Bien sûr. Marine Le Pen, elle reste dans l'Europe? Marine Le Pen, vous savez ce qu'elle fait, Marine Le Pen? Elle est comme M. Mélenchon. Alors, M. Dupont-Aignan, lui, il dit non, il est contre, lui, il veut rester dans l'Europe. C'est clair. C'est clair dans le fait. Bon. Mais Marine Le Pen et Mélenchon, ils embrouillent, c'est l'embrouillamini général. C'est-à-dire qu'ils disent... On y reste, mais si c'est pas bien, on en sortira. Peut-être un jour, en fonction des conditions de température et de pression. C'est-à-dire, on ne sait rien. Voilà. Monsieur Mélenchon a lancé récemment un slogan « L'Europe, changeons-la ou quittons-la ». C'est vicieux. C'est extrêmement vicieux parce que c'est vraiment pour ratisser large. Ce que moi j'explique, c'est que l'on ne peut pas changer l'Europe. Voilà. C'est ça que j'apporte notamment, parmi beaucoup d'autres choses que j'apporte au débat. Et ils le savent très bien. Je veux dire, M. Mélenchon, rappelez-vous, il avait appelé pendant la campagne présidentielle de 2012, il disait qu'il fallait absolument changer le TSCG, vous vous rappelez, etc., etc. À 20h37, le soir du premier tour, il a appelé à voter Hollande, sans dire un mot sur le TSCG, sans aucune condition. D'ailleurs, Hollande n'a même pas modifié le TSCG, parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas le modifier. Vous savez, c'était ce traité qui avait été signé. Madame Le Pen, c'est pareil. Le Front National, c'est devenu d'ailleurs n'importe quoi.
Pourquoi ? Puisqu'on ne sait plus qui dit quoi, c'est la tactique, mais poussée à son paroxysme, la tactique des lieutenants. Vous savez ce que c'est, la tactique des lieutenants ? On les entend pas beaucoup, là. C'est-à-dire, oui, en ce moment, on les entend pas beaucoup. Paraît-il que c'est une stratégie pour après réapparaître, mais ils vont avoir du mal parce que là-dedans, ça tire à hu et à dia. Vous avez M. Philippot qui, de temps en temps, me pique un certain nombre d'analyses. Une fois d'ailleurs, il était venu, il y a 3-4 ans, là, il y avait eu une soirée à Paris, il était caché derrière un pilier, il y a des gens qui étaient allés voir, qu'est-ce que vous faites là ? Il prenait des notes sur ce que je disais, c'était grandiose. M. Philippot, de temps en temps, prend un certain nombre de mes analyses, et lui, il peut arriver qu'il dise qu'il va falloir sortir de l'euro, etc. Mais au même moment, vous avez Mme Marion Maréchal Le Pen qui dit « pas du tout, on ne va pas sortir de l'euro, du moins pas maintenant ». Vous avez Monsieur Gendre qui dit l'Europe c'est très très bien, il faut simplement la modifier. Vous allez mettre Marine Le Pen, elle dit quoi ? Ben Marine Le Pen, il faudrait lui poser la question. Actuellement, aux dernières nouvelles, d'après ce que j'ai vu, c'est qu'ils disent on va utiliser l'article 50, ça c'est pour essayer de nous piquer les gens. Mais elle dit on va utiliser l'article 50 pour renégocier les traités. Déjà, c'est se moquer du monde. Ils ont besoin des gens de chez vous au Front National ? Mais ils sont inquiets, comme chez Mélenchon, comme chez Dupont-Aignan, ils sont inquiets. Et puis comme ailleurs. Vous leur faites peur ? Je pense que oui. Je pense que oui, parce qu'en fait, nous sommes sur une voie ascendante. On a eu 1002 nouveaux adhérents au cours du mois de novembre dernier. Là, il y a le dernier mois, le mois de novembre. On a eu 1002 adhérents dans le mois. Ils cotisent à combien chez vous ? La cotisation moyenne, c'est 30 €. Mais il y en a qui adhèrent à 10, parce que c'est les chômeurs ou les étudiants qui sont à 10 € pour l'année. Hein. Et puis, il y a la cotisation de soutien à 60 €. Il y a quand même pas mal de gens qui ont fait une cotisation de soutien. Donc, Vous savez combien dans vos caisses en ce moment ? En ce moment, de mémoire, je crois qu'on a quelque chose comme 170 000 €. C'est votre trésor de guerre ? Oui. Et là, on a lancé un appel à dons pour financer la campagne présidentielle et les campagnes législatives. Vous en êtes à combien au niveau de vos parrainages ? Ça, je ne vous le dirai pas, parce que c'est quelque chose que nous considérons comme tout à fait stratégique. Ce que je vais vous dire, c'est ce que je dis à tout le monde. C'est-à-dire que nous en avons beaucoup. Beaucoup. Non, mais c'est vrai. Beaucoup. Eh ben, beaucoup, ça veut dire beaucoup. Plus de 100, moi, je suis pas un menteur. Ah oui, on a plus de 100. Je suis pas un menteur. En 2011, on avait 700 adhérents. Mais pourquoi ne pas le dire ? Pourquoi ce manque de transparence ? Ça fait peur ? Parce que c'est pour une raison très simple. Si je disais, par exemple, qu'on en avait 80, ben nous, des marchés, on dirait, ils baisseraient les bras. Ils diraient, bon, c'est fini, on n'y arrivera jamais. Et si je disais qu'on en avait 520, les marcheurs, ils baisseraient les bras, ils diraient, bon, c'est bon. Mais moi, dans tous les cas, ils baisseraient les bras. En plus de ça, je rappelle que pour l'instant, nous le cherchons, comme tout le monde, nous ne pouvons obtenir que des promesses de parrainage. Ce ne sont pas les parrainages officiels. Les parrainages officiels sont envoyés par le Conseil constitutionnel le 20 février prochain. Et il y a jusqu'au 15 mars, je crois, pour que les maires ou les élus qui ont le pouvoir de parrainage renvoient. Mais donc, nous, on ne connaît pas le taux de transformation. C'est-à-dire, parmi ceux qui nous ont donné une promesse, quels sont ceux qui vont effectivement, concrètement, l'honorer. Normalement, d'après ce que l'on me dit, il y a en général plus de 90% des gens qui honorent leurs promesses. Mais enfin bon, si vous voulez, ça veut dire qu'il faut en avoir davantage. Voilà. Bon alors, ça y est, on a les parrainages. Non, on est pas prêt du tout. pour on n'a pas les parrainages. Je suis prêt à expliquer. On en a beaucoup. On va se mettre dans le cas de figure. On en a beaucoup. Je pense que si on continue, on a des démarcheurs à travers toute la France. Si on continue à ce rythme, je pense qu'en effet, j'aurai les parrainages. Et je ne suis pas. Écoutez, toucher du bois, il y a du bois à côté de vous, là. Faut toucher du bois. Voilà. Je ne suis pas superstitieux. Quand j'entends... On a entendu il y a 2-3 jours, madame... comment elle s'appelle ? Madame Michèle Alliot-Marie, qui a dit qu'elle a environ 250 parrainages. Excusez-moi, ça c'est un mensonge éhonté. Parce que nous, quand on est sur le terrain, on sait quels sont les candidats sur le terrain qui cherchent des parrainages. On s'en fout des autres, on va parler, on va imaginer, là ça y est, vous avez 500, vous êtes dans la course, tout va bien, ça se passe. Vous comptez faire combien aux élections présidentielles ? Je pense, là aussi, en conscience, je pense que si je suis candidat, je pense que je vais faire un gros score. Oh, fou, là. Un score à 2 chiffres ? Je pense que je ferai un score qui surprendra. Voilà ce que je pense. Comment ça se fait que vous expliquiez que votre stratégie numérique est si pourrie ?
Et qu'est-ce que ça appelait ma stratégie numérique? Votre taux de retour, ça fait 3 ans que vous êtes sur Internet. J'en ai mangé des conférences de François Asselineau avant de vous recevoir. Et je vous jure que j'en ai mangé. Quitte à faire... Il y a des trucs très intéressants, il y a des trucs beaucoup moins. Vous avez pas... Je vois la stratégie de Mélenchon sur les réseaux. Il a été moissonné un peu partout sur les différentes communautés qui existent sur Internet. Et vous n'arrivez pas à grossir sur les réseaux. Vous avez combien d'abonnés sur votre chaîne YouTube? 45 000, 50 000? Écoutez, moi ce que je sais, c'est que... Pourquoi vous D'abord, je ne partage pas votre point de vue selon lequel il y aurait des choses qui seraient sans intérêt dans mes conférences. Non, enfin, j'ai pas dit que tout n'était acheté. Deuxièmement, nous avons notre site internet upr.fr est quand même le site le plus consulté de tous les partis politiques français, d'après Alexa Ranking. Troisièmement, nous avons sur YouTube, on a plus de 7 millions de vues, ce qui est quand même pas mal. Quatrièmement, on se développe, voilà, et on est... Alors, vous me parlez de Mélenchon. Effectivement, depuis quelques semaines, Mélenchon fait une percée, si j'ai bien compris d'ailleurs, en disant tout et n'importe quoi, en faisant de la démagogie pure et simple. Non, je peux pas vous laisser dire ça. Non, il y a un contact direct. Non, j'ai mangé toutes les vidéos de Mélenchon, je peux pas vous laisser dire ça. Mais écoutez, moi, je vais vous en parler de Mélenchon. Allez, quelqu'un qui nous dit... Vous avez vu ces vidéos? Oui, quelqu'un qui dit « L'Europe, changeons-la » ou quittons-la, déjà, moi, j'arrête. Parce qu'on ne peut pas changer l'Europe. Et il le sait parfaitement. Il y a un article, qui est l'article 48 du traité de l'Union européenne, qui montre qu'on ne peut... Pour changer les traités, il faut l'unanimité des États membres. Voilà. Donc, si vous voulez mettre une taxe Tobin sur les transactions financières, déjà, le Luxembourg s'y opposera. Terminé. Et il y aura, par ailleurs, Malte, Chypre, les pays de l'Est, etc. C'est impossible. On veut changer, on veut que l'Union européenne soit plus sous la tutelle de l'OTAN. On veut supprimer l'article 42 du traité de l'Union européenne. Aussitôt, le Portugal, avec la base des Açores, le Royaume-Uni, tous les pays de l'Est qui veulent le parapluie américain lèveront le carton rouge. On ne peut pas changer. On veut avoir un euro qui soit plus faible, qui permette d'être plus compétitif. C'est-à-dire qu'il faut avoir une gestion de la BCE plus inflationniste. Immédiatement, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Luxembourg et la Finlande lèveront le carton rouge. On veut mettre un terme à la directive travailleurs détachés qui fait qu'on emploie en France des gens venus des pays de l'Est au SMIC et avec les charges sociales de la Bulgarie ou de la Roumanie. Immédiatement, les Bulgares, les Roumains, les pays de l'Est lèveront le carton rouge pour s'opposer à cette modification. Je pourrais vous en parler toute la soirée. Donc, Monsieur Mélenchon ment. Il ment. Il fait croire aux gens qui lui font confiance qu'il va pouvoir renégocier les traités. Madame Le Pen, c'est pareil. Regardez la caméra là et dites-le directement dans la caméra. Voilà, Monsieur Mélenchon et Madame Le Pen mentent. D'ailleurs, je leur propose de faire un débat. Parce que j'espère aussi qu'on va parler de ça. Il n'y a plus de débat entre responsables politiques. Il n'y a plus de débat entre responsables politiques. Je leur lance un défi. Ça fait des années que je leur lance un défi. Un débat ici, M. Mélenchon versus Asselineau, Mme Le Pen versus Asselineau, M. Dupont-Aignan versus Asselineau, ou M. Fillon d'ailleurs, ou M. Barbomol, ou M. Montebourg, parce que M. Montebourg aussi c'est la même chose. C'est que tous ces gens ne vivent plus que d'une seule chose, ils toujours, ils disent on va changer l'Europe. Voilà, ils proposent tous de changer l'Europe. C'était déjà le slogan du Parti socialiste en 1979 pour les élections européennes. C'était changer l'Europe, vivre au pays. Voilà. Ça fait, je le montre dans mes conférences, ça fait des décennies que les responsables politiques des autres mouvements proposent qu'on peut changer l'Europe. Je vous ouvre une parenthèse. Imaginez-vous, vous êtes élu président. Qu'est-ce qui vous engage à tenir vos promesses par rapport au peuple? Quel est le contrat? Qu'est-ce qui va vous obliger à honorer votre contrat? Alors, ce qui va m'obliger à honorer le contrat, c'est... La guillotine? Non, pas du tout. Il faut que les gens réfléchissent à la personne qui est en face d'eux et qu'ils se posent des questions en disant ce monsieur ou cette dame, d'abord, pourquoi il fait ça? Pourquoi moi je fais ça? Je vous ai montré que je fais pas ça pour l'argent. Ça m'a coûté de l'argent et je pourrais gagner des sommes inimaginables. Peut-être pour le pouvoir, non? Mais moi j'ai été dans les allées du pouvoir. Quand j'ai été délégué général à l'intelligence économique... Pour les femmes peut-être? Mais écoutez... j'ai été en mesure d'être ministre. Vous dites ça par rapport aux femmes, c'est ça, ministre? J'ai été en mesure j'ai été dans les allées du pouvoir. Si j'avais voulu, j'aurais ciré les pompes de Sarkozy ou je sais pas quoi, j'aurais pu être ministre. Ça ne m'intéresse pas. Parce que moi, j'ai découvert ce que c'est l'envers du décor. Les ministres, tout ça, le président de la République, ce sont des pantins. Les vrais pouvoirs ont été volés aux Français. Je le répète depuis 10 ans. Ça a été la découverte. Volés par qui? Par les traités européens. La France, elle est ligotée
par des traités, elle est liée au reste du monde par des milliers et des milliers de traités, bilatéraux, multilatéraux. Par exemple, les gens ne le savent pas, mais entre la France et la République fédérale d'Allemagne, vous avez 300 et quelques traités bilatéraux. Délimitation des frontières, échange de diplomates, échange consulaire, échange d'étudiants, échange d'œuvres d'art, convention de non-double imposition fiscale, j'en passe, il y en a 300 ou 330. Bon. On doit en avoir quelque chose comme 290 avec le Royaume-Uni, 250 avec la Belgique, on en a avec le Brésil, avec le Royaume des Tonga, etc. On a des milliers de traités bilatéraux. Ce qui signifie d'ailleurs au passage que lorsqu'on sera sorti de l'Union européenne, ces traités continueront d'exister, hein. Ceux qui disent si on sort de l'Union européenne, boum, c'est la Corée du Nord, non, on continuera à avoir des traités et on sera en contact avec le reste du monde, comme la Suisse. Votre sortie de l'Union européenne, attendez, la Suisse ce n'est pas une conduite isolationniste. La Suisse n'est pas. Écoutez, quand je fais mes conférences dans le Doubs ou à Annemasse, personne ne me pose jamais cette question. Ils vont en Suisse constamment. Ils savent que l'Union européenne que la Suisse n'est pas dans l'Union européenne. Et ils savent très bien qu'en Suisse, on entre et on sort comme on veut, que c'est le pays du monde où il y a le plus grand nombre de conférences internationales, par exemple. Bon. Mais je reviens à ce que je disais. Et le meilleur cannabis, peut-être, non ? Je reviens à ce que je disais. Je reviens à la question des traités européens. Parmi l'ensemble des traités, il y a des traités tout à fait particuliers, c'est les traités de l'Union européenne, qui, eux, ne sont pas uniquement des traités internationaux, qui, eux, nous fixent des politiques économiques et sociales. Voilà. Bon, et c'est au vu de ces traités, c'est ça qui a piqué aux Français tout leur pouvoir de décision. C'est ça le truc. Et donc moi, je reviens à la question de départ, vous me disiez qu'est-ce qui assure les Français que je ne vais pas les tromper ? Mais parce que toute ma démarche depuis 10 ans, c'est justement de leur donner les moyens de comprendre ce qui se passe et de leur donner les moyens de dire ça ne peut plus durer, on va reprendre le pouvoir. Vous ne voulez pas rajouter dans votre programme une petite ligne ? Si les Français estiment, par exemple, il y a 100 000 Français qui estiment que vous ne faites pas correctement votre travail et vous ne respectez pas votre parole, 100 000 ou 200 000 signatures, hop, on propose un référendum pour la destitution du président. Mais pourquoi pas ? Je rappelle quand même que je propose le référendum d'initiative populaire, des votations. Rien n'empêchera. Si tel était le cas, moi, normalement, j'ai pas fixé, on n'a pas arrêté le nombre exact de signatures, mais ça pourrait très bien être, par exemple, pour un référendum d'initiative populaire, 100 000 ou 150 000 signatures vérifiées, validées en mairie. Et s'il y a 100 000... Qu'est-ce que vous pensez des civic tech ? Les civic tech, moi, écoutez, je ne suis pas tout... Personnellement, comment dirais-je ? Je pense que les institutions de la Ve République, d'origine, étaient de bonnes institutions. C'est pas pour rien que De Gaulle les avait conçues, ça me distingue d'ailleurs totalement de M. Mélenchon. Il y a des gens qui disent une monarchie républicaine, etc. Oui, c'est vrai, mais vous avez quand même besoin d'avoir, quand vous gérez un État, une certaine continuité. Et parfois, c'est vrai, de prendre des mesures impopulaires. Ça, c'est exact. Lorsqu'en 1900, donc la gauche, pendant les années 60, avait protesté contre le pouvoir donné au président de la République, de la Ve République, qui était tout à fait assez très large par rapport à ce qu'il est dans d'autres pays. Mais lorsqu'en 1980, c'est François Mitterrand qui est arrivé au pouvoir, les critiques se sont tues. Parce que les institutions de la Ve République ont permis à François Mitterrand de mettre en œuvre un programme de réforme de fond en comble de la société, quand même. Il a quand même nationalisé toutes les banques, il a nationalisé toute une série d'entreprises, d'industriels, il a aboli la peine de mort, etc. Et il est devenu, au bout de 2-3 ans, il était devenu très impopulaire, mais la solidité des institutions lui a permis de se maintenir. Et maintenant, le problème qu'il y a, et en 1981-82, il n'y avait pas un seul Français qui trouvait que les institutions n'étaient pas bien. Parce que tout le monde avait le sentiment que ce sont des institutions qui permettent d'avoir des changements de majorité, d'assurer... Et surtout un taux de croissance pour faire absorber tout ça. Oui. Mais maintenant, le problème, je pense que c'est une erreur. Les gens qui disent la 6e République, mais ils mettent quoi dedans ? Il n'y a rien. Le problème n'est pas dans les institutions, il n'est pas terreau dans les institutions, il est... D'abord et avant tout, que nous élisons des gens qui n'ont plus le pouvoir. Ce sont des marionnettes. D'accord. Voilà. Mais pour autant, président de la République. Pour autant, le monde a évolué par rapport à 1958. Donc je pense qu'il faut ajouter un certain nombre de choses, modifier les choses dans la Constitution.
Réforme profonde du Conseil constitutionnel, parce que c'est totalement scandaleux la façon dont les gens sont nommés, c'est-à-dire ce sont des amis du pouvoir, du président de la République, du président de l'Assemblée nationale, du président du Sénat. On doit avoir un vrai contre-pouvoir dans le Conseil constitutionnel, ce qui n'est pas vraiment le cas actuellement. On doit élargir la saisine du Conseil constitutionnel à des citoyens par des espèces de class action, avec mettons 30 000 ou 20 000 citoyens qui pourraient saisir le Conseil constitutionnel. Vous savez qu'actuellement, seuls le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et 60 députés et sénateurs peuvent saisir le Conseil constitutionnel. Regardez en Allemagne, vous avez des citoyens allemands qui peuvent saisir le tribunal de Karlsruhe. Nous, on veut modifier également la composition du Conseil supérieur de l'audiovisuel. On veut créer le référendum citoyen, c'est dans le programme, c'est-à-dire les gens pourront effectivement, et pourquoi pas un référendum révocatoire si c'est ça qui est souhaité. Et puis nous voulons aussi établir le vote blanc de plein exercice, comme dans Suède ou en Uruguay, c'est-à-dire vous savez comment ça marche. S'il y a un scrutin, le vote blanc arrive en tête, le scrutin est annulé, il est reporté de 2 ou 3 mois, et les personnes qui participaient à ce tour de scrutin ne peuvent plus se représenter. Donc il y a, alors en plus de ça, il faudra qu'on en reparle, mais on reprend le programme du Conseil national de la résistance de 1944 qui prétendait chasser les féodalités économiques et financières de la conduite de l'économie. On veut tout particulièrement nettoyer les écuries d'Augias dans les grands médias. Voilà, parce que quand je dis les médias, c'est pas les journalistes. Parce que moi, je vois pas mal de journalistes. Maintenant, et tout le monde me connaît. Mais ils ont un bœuf sur la langue. Il y a un journaliste un jour qui m'a dit « On n'a pas le droit de parler de vous, sauf pour vous taper dessus. On préfère encore vous taper dessus. » Voilà. On a des sympathies chez des journalistes. Mais simplement, dans les très grands médias, ils sont comme tout le monde. Ils ont des emprunts pour acheter leur appartement, ou des trucs comme ça. Et il y en a beaucoup. Donc nous, on veut protéger l'indépendance des journalistes. On veut également... les lanceurs d'alerte aussi, comment ? Les lanceurs d'alerte. Protéger les lanceurs d'alerte. Qu'est-ce que vous pensez de la loi Sapin 2 ? Écoutez, moi je pense qu'il faut protéger les gens qui essaient de faire vivre la démocratie et qui ont du courage. Moi je suis de ceux qui ont dit, je l'avais déjà dit, je crois que M. Mélenchon l'a dit aussi, dont acte. Parfois je peux dire des choses qui sont comparables à celles de M. Mélenchon, mais je m'en fiche. Je pense que la France, et je l'ai dit depuis longtemps, aurait dû accorder l'asile politique à Snowden, par exemple, et à Assange. Ça aurait été la norme. Ça aurait été normal dans l'histoire de France. Est-ce que vous auriez expulsé la délégation américaine de France, de l'ambassade américaine, pour le motif qu'ils aient écouté nos 3 derniers présidents avec la NSA ? Absolument. Enfin, pas tout. Moi, je l'ai dit dans des conférences. Il faut le dire ici, alors, c'est mieux. Quiconque connaît Paris, on va sur la place de la Concorde, regarde la place avec l'Assemblée nationale dans le dos, regarde vers le nord la place de la Madeleine, il voit à gauche l'hôtel de Crillon, et à gauche il y a l'ambassade des États-Unis. Sur le toit de l'ambassade des États-Unis, il y a eu un étage nouveau qui a été construit au cours des 15 dernières années. On sait qu'il y a dedans des systèmes d'écoute très perfectionnés. Ils sont à environ dans un rayon de 1 km, même pas de 800 mètres. Vous avez l'ambassade du Japon, l'ambassade du Royaume-Uni, l'Élysée, le ministère de l'Intérieur, la place Beauvau, le ministère français des Affaires étrangères et le Palais Bourbon. C'est quand même un endroit nodal. Bon. On sait maintenant que tous ces trucs-là sont écoutés. Moi, je veux, conformément d'ailleurs au programme du Conseil national de la résistance de 1944, qui prévoyait de rétablir le secret des correspondances. C'est un sujet fondamental pour le XXIe siècle, parce que maintenant, avec les questions informatiques, vous êtes beaucoup plus expert que moi sur ces questions. Moi, si j'avais été président de la République, et si je suis élu président de la République, je convoquerais l'ambassadeur des États-Unis en France. C'est ce qui s'est passé. Voilà. Je lui dirais: nous sommes des pays amis, la France est la plus vieille alliée de l'Amérique, Lafayette, Rochambeau, etc. Bon. Maintenant, entre amis, on doit tout se dire. Vous faites de l'écoute systématique des conversations les plus confidentielles. Alors, de 2 choses l'une, monsieur l'ambassadeur, soit vous démantelez ce qu'il y a là, soit vous partagez. Soit vous prenez vos clics et vos claques. D'accord. Point barre. Pas partager. Soit vous prenez vos clics et vos claques. Voilà. Et bien, vous savez ce qui se passerait ? Eh bien, il ne prendrait pas ses clics et ses claques, il démantèlerait le truc. Parce que, comme le disait Charles de Gaulle, les Américains, il faut les regarder droit dans les yeux, ils finissent par s'y faire. Voilà. Ou il paraît que Emmanuel Kant, vous savez, le philosophe du fin XVIIIe siècle à Königsbourg, disait si tu te comportes comme un ver de terre, ne t'étonne pas qu'on te marche dessus. Il faut d'abord rétablir. Il y en a une autre qui est pas mal, c'est à force de se comporter comme des moutons, on finit toujours la gorge tranchée. Voilà. Et ben voilà, il faut rétablir. De même, par exemple,
que si je suis élu président de la République, moi je fais des choses concrètes, moi c'est pas des... Eh bien, je prendrai mes fonctions, et s'il y a un G8, comme c'était le cas pour Hollande, s'il y a un G8 3 jours après, je dirai, mes chers messieurs, je ne peux pas y aller, parce que pour l'instant, je suis en train de prendre mes fonctions, de comprendre l'ampleur des dossiers qu'il faut traiter en urgence, et je n'ai pas envie d'aller au G8. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de Donald Trump ? Je me suis réjoui que Donald Trump soit élu plutôt que Mme Clinton. Ce n'est pas que Donald Trump ait toujours dit, paraît-il, mais moi je me fie tellement des grands médias, mais paraît-il qu'il a tenu des propos misogynes, islamophobes, phobes ci, phobes ça, j'en sais rien. Il a dit un certain nombre de... Il s'est lâché, quoi. Ouais. Oui, mais enfin, vous savez, quand le président de la République française, M. Hollande, qui paraît-il parle des pauvres en disant les sans-dents, c'est pas beaucoup mieux que M. Trump avec ses plaisanteries là sur les femmes. Entre deux petites coupes de coiffeur à 9 000 euros. Voilà, donc ça, moi, ce que je vois, en tout cas... Est-ce que si vous êtes président, vous aurez un coiffeur à 9 000 euros ? Non. Combien vous coûte votre coupe de cheveux ? Je suis un coiffeur de quartier, tout simplement. Combien ça vous coûte ? Oh, ça me coûte à peu près 15 €. C'est pas très cher, hein. Un petit truc de quartier, voilà. Donc, mais je suis pas, vous voyez, j'ai pas de Rolex. Il y a des gens qui disent à 50 ans, non, je suis pas quelqu'un. Vous sautez du coq à l'âne. C'est fait exprès. Hein. Je suis pas quelqu'un qui suis intéressé par l'argent. Je suis haut fonctionnaire. Vous m'avez posé des questions indiscrètes sur mes revenus. Vous avez combien de femmes ? Vous êtes marié ? Je suis marié. Depuis combien de temps ? Je suis marié, nous sommes mariés depuis 1989, voilà. Donc, je m'entends très très bien avec ma femme. Voilà. J'ai la chance. Une seule ? Parce que plusieurs femmes, ça coûte très cher. Je n'ai pas de maîtresse, j'ai une femme, j'ai 2 enfants. Je suis heureux en ménage. Bon, allez, revenons à Trump. Trump, il a dit des choses assez incroyables pour un président élu des États-Unis. Lesquelles ? Alors, premièrement, il a dit que l'OTAN était une structure obsolète. Et puis, il a dit il y a quelques jours qu'avec lui, les États-Unis arrêteraient de déstabiliser les pays du monde entier. Excusez-moi, moi, je ne lui prête pas le bon Dieu sans confession. On va voir. Mais à tout prendre, c'est quand même tout à fait incroyable, c'est quand même tout à fait nouveau. Nous, on veut sortir de l'OTAN. Je préfère avoir un président élu des États-Unis qui dise que l'OTAN est une structure obsolète et qui va arrêter de déstabiliser les pays du monde, plutôt que quelqu'un comme Mme Clinton, qui était parti pour faire la guerre à la Russie. Il a dit qu'il était contre le TAFTA. Je ne peux que m'en réjouir, on est contre le TAFTA. Il a dit que c'était Obama et Mme Clinton qui étaient contre Daesh, et qui étaient derrière l'affaire de Daesh et ISIS via Arabie Saoudite et Qatar interposés. Je ne cesse de dire la même chose. D'ailleurs, quand j'étais passé chez Ruquier, on en a parlé tout à l'heure, quand j'étais passé chez Ruquier, c'était il y a plus de 2 ans, j'avais été attaqué par Madame Léa Salamé, qui m'avait traité d'anti-américain primaire parce que je disais ça. D'ailleurs, ce petit passage de 2 minutes, il y a un internaute que je ne connais pas, que je salue au passage, parce que je le remercie, je ne sais pas qui c'est, qui a ressorti ce petit passage de 2 minutes, là, au mois de septembre dernier. Pour les 2 ans, on en est à 1 500 000 vues, parce qu'il y a des gens qui ont dit, mais en fait, j'avais raison. Que ce soit maintenant le président élu des États-Unis qui le dise, et on revient d'ailleurs sur votre question sur le confusionnisme ou le conspirationnisme ou le complotisme, d'un seul coup, alors c'est le président des États-Unis qui est complotiste. Bon. Monsieur Trump, par ailleurs, il a été pour le Brexit. Alors que Obama avait fait le voyage du Royaume-Uni pour demander aux Britanniques de ne pas sortir de l'Union européenne. Moi, je me dis, si je suis élu président des États-Unis, il vaut mieux avoir... président de la République française, il vaut mieux avoir un président des États-Unis qui ait été pour le Brexit et qui, donc, a priori, s'opposera moins au Frexit. Et le fait qu'il ait dans son gouvernement des gens qui militent pour le créationnisme. Alors, je vois que... Je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, je ne lui prête pas le bon Dieu sans confession, je ne sais pas qui c'est. Je vois qu'il a dans son entourage, il vient de nommer comme secrétaire au Trésor un type de chez Goldman Sachs. Bon. Le pied. Voilà. Il a dit que finalement, il n'allait pas poursuivre Mme Clinton. Bon. Il a nommé au Pentagone un militaire blanchi sous le harnais qui paraît-il, fait l'unanimité pour lui. Bon. Donc, il y a une possibilité tout à fait vraisemblable que, en définitive, tout ça, c'était un peu
des mélanchonnades, des trucs comme ça, et puis qu'au bout du compte, ça c'est gratuit. C'était gratuit, là. Un truc qui non, mais c'était comme en 2012, voilà, après il n'y a plus rien, c'est-à-dire ça fait pchit. Donc c'est possible que ce soit ça. Et puis qu'on se rend compte dans un an ou deux que finalement, le changement d'homme n'a pas changé grand-chose parce qu'il y a des structures, il y a des cercles de pouvoir, il y a des lobbies aux États-Unis d'Amérique qui sont extrêmement intenses, qui s'impliquent, et que le poids de l'oligarchie financière, de l'oligarchie du complexe militaro-industriel, etc., est tel que le président des États-Unis n'a pas le pouvoir. Ça, c'est possible. Donc moi, je ne suis pas là à chanter les louanges de Donald Trump. Je dis simplement que on va voir, et que ça change quand même un petit peu l'eau du bassin, parce que le type, il a fait fortune personnelle, donc a priori, il ne sera pas corrompu jusqu'à l'os comme le couple Clinton. A priori, c'est lui qui corrompt, c'est pas lui qui corrompt. Ils ont un peu de pognon quand même, la famille Clinton. Avec la fondation Clinton, ils s'en sont mis plein les fouilles, ça c'est vrai. Donc lui, il a fait fortune. Deuxièmement, il a 70 ans. Troisièmement, tous les médias lui ont craché dessus. Je rappelle que sur les 200 plus grands journaux aux États-Unis, il y en a 197 qui avaient appelé à voter pour Mme Clinton et un qui avait appelé à voter pour Donald Trump, ce qui me le rend plutôt sympathique. D'ailleurs, plus de 85% des dons faits par les plus grands milliardaires américains, et c'était pour Mme Clinton. Le type, il a été traîné dans la boue, et d'un seul coup, il devient l'homme le plus puissant du monde. Il devient l'homme le plus puissant du monde. Donc je pense que, moi je trouve ça, à mon avis, je pense, mais peut-être que je me trompe, mais je pense que cet homme doit être dans la psychologie de vouloir changer les choses, et voilà. Alors Vladimir Poutine. Maintenant, je ne sais pas, encore une fois, je pense, il y a des choses chez le personnage qui me paraissent dingos, ça je suis d'accord. Il y a des choses qui me paraissent, mais est-ce que c'est de la provocation ? Je pense que c'est un type un peu flamboyant, un peu comme ça, et qui, je pense que... Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, moi je pense que c'est... c'est même sûr maintenant que l'histoire universelle retiendra que Vladimir Poutine est un très grand dirigeant de la Russie. Voilà. Vladimir Poutine, je rappelle que l'Union soviétique s'est désintégrée 89-91, que lorsque l'Union soviétique s'est désintégrée, la Fédération de Russie avait en 91, elle a perdu, donc l'empire des tsars s'est désintégré. Les Romanov. L'empire des Romanov qui avait été constitué au cours des siècles. Donc c'est un drame. 300 ans. C'est un drame géopolitique considérable pour la Russie. D'ailleurs, les États-Unis ont mis tout ce qu'il fallait pour faciliter cette désintégration. Qui a tué Rasputin? La fédération a tué Rasputin. Vous savez où ça s'est passé, l'assassinat de Rasputin? Dans une petite cour. Non, au sous-sol du palais du prince Yusupov. Oui, il a eu le temps de sortir quand même. Il a eu le temps de sortir, mais à ce moment-là, il s'est relevé, donc c'est Alors, il a mangé ou il a pas mangé les biscuits au cyanure? Non, il paraît qu'il a tout mangé. Non, il mangeait pas de sucre. Ça fait partie du... Ah, il paraît qu'on... Bah, en tout cas, il paraît qu'il... Il s'égare un peu, là. Ouais. Faut connaître l'histoire, monsieur Asselineau, quand même, hein. Ah ben moi, tout ce que j'ai lu, il a mangé des trucs au cyanure, ça n'a pas eu d'effet, donc à ce moment-là, ils l'ont roulé dans un tapis, et ils lui ont tapé dessus, et puis après, ils sont allés le balancer dans la Neva. Bon, et puis comme la Neva n'était pas suffisamment gelée, bon, on va terminer. Donc, Vladimir Poutine. On peut parler de Poutine? Oui. La Fédération de Russie, en 1991, après la désintégration de l'URSS, il n'y a plus que 150 millions d'habitants. Avec une espérance de vie entre 1991 et 2003-2005, la population de la Fédération de Russie va passer de 150 à 135 millions d'habitants. C'est-à-dire qu'ils perdent 10% de la population. Par surmortalité, par effondrement de la natalité, par émigration. Voilà. Donc un pays qui perd 10% de sa population en l'espace de 15 ans, c'est quand même incroyable. Imaginez que la France passe de 65 millions à 58 millions d'habitants en 15 ans. Voilà. Vous imaginez au passage avec l'effondrement du chiffre d'affaires, du produit intérieur brut. Le produit intérieur brut français, c'est combien ? Ça doit être quelque chose comme, je sais pas, 2200 milliards d'euros, quelque chose comme ça à peu près. Et la dette française ? 90% du PIB à peu près, 90, 92. Et quand on prend toutes les dettes associées, c'est combien ? Dette publique, dette privée ? Ah, alors là, on doit être... mais la dette privée en France, la dette des ménages et la dette des entreprises, c'est beaucoup moindre qu'aux États-Unis. Hein. Donc ça doit être quelque chose du style, je sais pas, il faut peut-être rajouter
Vous me posez une colle à tout à trac, peut-être 40% pour la dette en pas plus. Pas mal. Vous êtes ouais, proche des bons chiffres. Ça, vous êtes le seul de la journée à avoir eu les chiffres les plus proches. C'est bien. Mais, revenons à je connais les dossiers en général. Même quand je les connais pas bien, j'ai quand même des grandes idées à l'esprit. Alors, Poutine. Tant qu'à faire. Poutine. Non, mais Poutine. Qu'on le veuille ou non, ce type est en train de redresser son pied à toute allure. Maintenant, la démographie étant quand même en flèche. Moi, je suis allé en URSS en 85, en sortant de l'ENA avec des amis. J'avais passé 3 semaines. On était à l'époque, il était obligatoire de passer par un organisme. Donc, on était allé passer par l'organisme Spoutnik. C'était pour les moins de 35 ans. Sinon, c'était ligne touriste. On était allé à Leningrad, comme on disait à l'époque, à Moscou, à Odessa et à Kiev. Allez, donc Gorbatchev venait d'arriver au pouvoir. Gorbatchev venait d'arriver au pouvoir. Il est arrivé le 11 mars 85 au pouvoir. L'Occident, à l'époque, avait très peur, parce que c'était un type qui avait 58 ans, qui succédait au vieillard Kakoshim qui avait eu Andropov, Tchernenko et autres. Il avait été à la tête du KGB, et les gens se sont dit, en Occident, il est entré, il va resserrer les boulons. D'ailleurs, c'est ce qu'il avait commencé à faire. Il avait lancé une grande campagne anti-alcoolique. Moi, je suis allé en juillet 85 en URSS. Et honnêtement, quand on allait là-bas, on avait l'impression d'un pays, d'un peuple sans futur. Enfin, une espèce de tristesse qui suintait de partout. L'idée que, en fait, on avait volé à ce peuple son avenir. Il était dans la construction du socialisme. On avait le droit de critiquer les choses, hein, mais c'était une idéologie. Enfin, tout le monde connaît ça, mais les gens n'avaient pas de futur. Les gens s'abstrayaient du réel par 3 moyens. Ils picolaient, justement, d'où la campagne anti-alcoolique. Ou bien alors, c'était le je m'en foutisme au boulot, c'était n'importe quoi, ça a donné Tchernobyl d'ailleurs. Puis si tout le monde s'en fout un peu, non pas un peu partout, vous avez un pays qui s'avachit complètement, et puis ça donne des désastres du style de Tchernobyl. Et puis enfin, les gens n'avaient plus qu'une envie, c'était de s'en aller, c'était l'immigration. Bon. Quand vous allez en Russie, allez-y, allez en Russie, allez en Crimée. Moi, je savais que le mouvement politique que j'ai créé, nous avons été le seul mouvement politique français à être présent en Russie pour les 70 ans de la victoire sur le nazisme. Moi, j'ai trouvé que c'était une honte. Moi, quand j'étais petit, j'avais un grand-père qui m'expliquait que si Hitler avait été battu, c'était grâce aux Russes. C'est d'ailleurs ce que tout le monde savait à l'époque. C'était avec Stalingrad. Et le fait que les pays occidentaux... Ils ont perdu combien de personnes ? La grande guerre patriotique, comme ils disent, on estime qu'il y a eu, au moins 30 millions de morts. 27. Voilà, à peu près. Et les Américains, ils ont perdu combien de personnes ? 400 000, non ? 300 000. Bon, vous avez peut-être raison, peut-être 400 000. Mais aux États-Unis, la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis, c'est d'abord... Revenons à Vladimir. La Seconde Guerre mondiale aux États-Unis, c'est quand même plutôt le théâtre asiatique. En fait, moi j'ai vécu au Japon, j'ai beaucoup circulé en Asie et dans le Pacifique. C'est la guerre du Pacifique, c'est ça. Le théâtre européen, les États-Unis sont arrivés très très tardivement. Pour en revenir, donc, moi je suis allé en Russie, donc en 85, donc pour fêter j'ai été invité par la Douma de Sébastopol. J'ai participé. On était un petit groupe. Nous étions 3 à représenter l'UPR. On a été très, très bien reçus. On a assisté au défilé militaire à Sébastopol. Puis après, on s'est baladé. Allez-y, vous allez voir. C'est un pays. Je dis pas que c'est paradis terrestre, bien entendu, mais ça n'a plus rien à voir. L'esprit n'a plus rien à voir avec ce que c'était en 85. Un pays en pleine renaissance. On a été en Russie, c'était l'année dernière. C'est un des pays que je conseille pour les destinations de vacances, parce que comme nous, les hackers, on peut plus foutre les pieds aux États-Unis. Allez en Russie, les gens sont sympas, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais les gens sont très sympas. Moi, j'ai été abordé dans la rue. Je me suis baladé dans le Crimée. Il faudrait peut-être pas trop chercher de temps en temps. Vous pensez à la liberté de la presse en Russie, gars ? Écoutez, moi, ce que je sais, d'après ce que je crois savoir, c'est que les médias russes tapent beaucoup sur Poutine, dans les journaux russes. Moi, là, en tout cas, quand les gens viennent me dire qu'il n'y a pas de liberté de la presse en Russie, moi, ça me fait doucement rigoler. Je leur rappelle que le mouvement politique que j'ai créé, qui maintenant,
en nombre d'adhérents est probablement le 5e parti de France. Nous avons 30 adhérents en moyenne de plus tous les jours. On a fait 1% des suffrages aux dernières élections régionales. On est un parti qui existe. On a le site le plus consulté de tous les partis politiques français. Eh bien, nous ne partons sur aucun grand média. Donc, qu'on vienne pas m'expliquer. D'ailleurs, à ce propos, vous allez peut-être me poser la question de savoir ce que fait le CSA, que fait le Conseil. Donc le CSA. Oui. Le CSA, on a écrit 5 fois. On en parlera après. Bon, alors on en parlera après. L'écologie, parce que Poutine, d'accord, on a compris, on pouvait y aller. L'écologie dans votre programme, ça se situe où? C'est quoi vos grandes mesures? Alors l'écologie, la première chose que je voudrais dire, c'est que le programme, j'ai présenté un programme en 2000. Le nucléaire ou pas nucléaire? Ça fait partie des trois. Il y a 3 grands sujets. J'avais dit dans le programme, je vais redire la même chose. Les questions énergétiques, les questions d'immigration, les questions de dette, qui sont des très grands sujets, et qui sont des sujets polémiques, surtout les 2 premiers, qui opposent les Français. Et moi, mon objectif, je l'ai dit, je crois tout à l'heure, je reviens, c'est de rassembler provisoirement, parce que je connais l'histoire de France, ça peut pas durer longtemps, mais ça peut, provisoirement, des gens venus de tous les horizons, de droite, du centre, de la gauche, pour défendre ce que nous avons de plus cher en commun, c'est-à-dire la liberté et l'indépendance de la France. Parce que si on nous vole notre pays, si le pays est désintégré, si le pays est transformé en dictature... Alors attendez, j'y viens. Non mais j'y viens. Ça veut dire qu'il y a des sujets fondamentaux et des sujets qui sont secondaires. D'accord, l'énergie c'est fondamental, l'énergie c'est un sujet fondamental, mais pour l'énergie, excusez-moi d'insister, pour l'énergie par exemple, nous avons chez nous, à l'UPR, des gens qui sont contre le nucléaire, mais vous contre... Laissez-moi parler. Contre le nucléaire et contre, par exemple, le gaz de schiste, on a des gens qui sont pour le nucléaire. Ah, on est mal barré. Bon. Mais ils sont le reflet de la société française. Mais la même chose, vous pourriez m'interroger sur le mariage pour tous. Non, chez nous, il y a des gens qui sont contre et des gens qui sont pour. On a des gens qui sont, par exemple, on a des gens venant de tous les horizons. L'écologie, le nucléaire, on y reste. Nous aurons sur la question énergétique un grand débat national où on montrera aux Français, on fera venir des gens. Moi, je veux rétablir la démocratie en France. Je veux pas à la fois rétablir la démocratie et avoir un programme qui soit entièrement ficelé partout. Ça veut dire que on aura un grand débat sur les questions énergétiques. On mettra les choses sur la table. Par exemple, sur l'énergie nucléaire. On mettra les choses sur la table. Combien ça coûterait de déconditionner les 54 ? Ça coûterait certainement très cher. Mais est-ce qu'actuellement, nous avons un parti qui propose d'arrêter les centrales nucléaires tout de suite ? Je ne crois pas. Je ne crois pas que ça existe. Parce que on a des contraintes. Il faut être dans le monde du réel. On a des contraintes. On peut avoir, bien sûr, dire, ben voilà, on va faire un programme de tout, on va tout changer. Oui, bien sûr. On peut être le Père Noël. Votre position personnelle ? Mon position personnelle. Le nucléaire, c'est quoi ? Ma position personnelle, déjà... On reste sur le nucléaire ? Non, ma position personnelle, c'est qu'on revient d'abord au grand service public à la française, donc on renationalise EDF, ou on l'empêche d'être privatisé. C'est-à-dire on le réintègre au RDF, achète ses etc. dettes. Bon, pareil pour la SNCF. On réachète ses dettes ? C'est-à-dire on prend ses dettes pour nous. Comment ? Les dettes à Areva, tout ça, c'est pour nous. On reprend tout ça en termes de service public. Donc on paye les dettes. Mais on reprend, on verra, on examinera tout ça. Mais Areva, c'est pas forcément EDF. Areva, c'était l'ancienne Framatome, ça n'a rien à voir. Je parle de EDF, je parle de GDF, je parle de la SNCF, je parle de la Poste, la Sécurité sociale. Nous voulons inscrire dans la Constitution qu'il y a toute une série de grands services publics à la française qui ne doivent pas être privatisés. Et c'est pas parce que par fidélité à 1945, c'est par fidélité à 7 ou 8 siècles d'histoire de France. J'explique que c'est pas depuis hier qu'en France, ça remonte à Saint-Louis, 1245, les premiers services publics. Donc le nucléaire, votre position personnelle ? Ma position, c'est que il y a un grand débat national sur non seulement le nucléaire, mais les centrales à charbon, mais aussi les éoliennes, mais aussi le gaz de schiste, etc. Et puis les Français, on leur explique quels sont les conseils. On fait venir des experts pendant 6 mois, il y a des vrais débats. Et vous qui pensez sont que les pour experts, et d'autres qui sont contre. Est-ce que les Français ils vont avoir 6 mois pour assimiler tout ça ? Mais attendez, c'est pour la démocratie ou pas la démocratie ? Il faut que les Français, on leur ramène conscience. Par exemple, sur le nucléaire, c'est très gentil de dire qu'on va se débarrasser du nucléaire comme les Allemands. Mais les Allemands... Je vous prends un cas de figure. Non, mais les Allemands, s'il n'y avait pas le nucléaire français pour leur vendre de l'électricité, ils feraient comment ? Oui, inversement. Bon. Là, ils ont bien relancé toutes leurs centrales à charbon. Bon, je vous prends un exemple. Madame Michu, qui elle travaille... Elle n'est pas bête, Madame Michu. Non, bien sûr qu'elle n'est pas bête. Et puis, c'est une bosseuse. Ouais. Donc, Madame Michu qui a 2 boulots pour que ses gamins puissent aller au musée, pour éviter qu'ils se radicalisent. Est-ce que vous pensez que Madame Michu, elle va avoir le temps de se former sur
le nucléaire. Madame Michu... Qui a 2 boulots, qui se lève le matin à 5h et qui rentre le soir à 23h30. C'est assez grave ce que vous dites. Ça veut dire Madame Michu, alors elle n'aurait pas le temps de nous écouter. Non, mais est-ce qu'elle va avoir le temps ? Elle n'aurait pas le temps d'écouter notre émission. Est-ce qu'elle va avoir le temps ? Mais Madame Michu... Est-ce qu'elle va avoir l'envie aussi ? Oui, vous dites tout à l'heure, vous m'avez brocardé avec mes conférences qui sont très longues. Mais mes quand conférences qui sont très longues, on est la chaîne YouTube bientôt la plus vue de France. C'est-à-dire que les gens, ils cherchent maintenant de l'information. Et puis, Madame Michu, si elle n'a pas le temps, il y aura, on va pas interdire les partis politiques. Il y aura des partis politiques, il y aura des mouvements écologistes, il y aura des mouvements ci, des mouvements ça, puis ils diront, eux, dans le cadre d'un référendum, parce que l'idée, au bout du compte, c'est d'avoir un référendum avec, et ça, j'ai un point très précis que je voudrais dire. En France, le référendum a mauvaise presse depuis le 19e siècle. Parce que c'est Napoléon Ier, Napoléon III qui ont utilisé les référendums, en fait, comme des plébiscites pour, en fait, tuer la démocratie. Donc, en France, notamment vu de gauche, le référendum a mauvaise presse. Et moi, je veux non seulement créer des référendums d'initiative populaire, mais aussi développer l'usage du référendum, notamment de la part du président de la République. Le programme, à mon avis, des référendums, c'est qu'il n'y en a pas assez. C'est-à-dire que le référendum, oui, tel que je le conçois, il doit y avoir, d'ailleurs, on l'inscrira dans la Constitution, il y aura le référendum d'initiative citoyenne, on en a parlé, il y aura un référendum comme actuellement d'initiative du président de la République, mais il y a 2 types de référendums. Le premier type de référendum, c'est le référendum où le président de la République posera une question en disant « je veux que vous votiez ça, je vous appelle à voter oui ». Et à ce moment-là, il mettra en jeu son autorité. C'est-à-dire, si le non l'emporte, il sera contraint à la démission. C'est exactement ce que De Gaulle s'était appliqué en 69. C'est exactement ce que Chirac ne s'est pas appliqué en 2005. En 2005, Chirac, il a dit, voilà, la Constitution européenne, on va voter, je vous appelle à voter oui, le non l'emporte, il reste. Ça va pas. Bon. Moi, je trouve que ça n'est pas normal. Donc là, il y aura, première catégorie, les référendums demandés par le président de la République, où il dira, je vous demande de voter oui. Si le non l'emporte, il doit démissionner, ça sera inscrit dans la Constitution. Et puis il y aura un deuxième type de référendum, c'est pour écarter ce soupçon de plébiscite. Moi, je suis honnêtement démocrate, je suis un vrai démocrate. Je pense que le président de la République, par exemple comme une question sur l'énergie, il dit voilà, on va organiser un grand débat, puis il y aura un grand débat, puis le peuple français décidera. Est-ce qu'il veut maintenir le nucléaire, le diminuer, le supprimer et à quelle priorité budgétaire il veut qu'on atteigne? Est-ce qu'il est pour ou contre les éoliennes, etc. Et là, le président de la République que je serais, moi je dirais, je ne prends pas parti, c'est à vous de décider et j'appliquerai la politique que vous aurez décidée. Mais à ce moment-là, le président de la République, il est fondé à rester en fonction, puisque justement, il se sera abstenu de toute déclaration publique ou privée qui pousserait dans un sens ou dans l'autre. Dans ces conditions, il n'y a plus de plébiscite. On a affaire à vraiment une vraie démocratie. Et je pense que sur ces quelques grands sujets, parce que ce sont des sujets compliqués. Et la dette Eh ben la dette, c'est pareil. La dette. Vous la répudiez ? Je suis quelqu'un de sérieux et de responsable. Bon, quelqu'un de sérieux ne peut pas, me semble-t-il, dire on va la répudier. C'est pas possible. En revanche, quelqu'un de sérieux peut dire, cette dette, je pense qu'elle ne sera jamais remboursée, en tout cas en totalité. Donc moi, ce que je pense, c'est que je veux d'abord qu'on fasse un grand audit et qu'on mette devant les Français les origines de la dette, les raisons de la dette, etc. Ensuite, je pense qu'il faudra entrer en négociation avec les créanciers, comme ça s'est passé pour la Grèce, par exemple, où vous avez quand même eu des créanciers qui ont cédé des centaines de milliards des dizaines de milliards d'euros, soyons réalistes. Il y a eu des abandons de créances. On demandera donc des abandons de créances. De dette junior et de dette senior, c'est ça ? Oui, on demandera des abandons de créances. On leur dira, voilà, on veut restructurer notre dette, on va demander des abandons de créances. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut crever l'abcès. Est-ce que vous allez faire des plans de relance par de la dette publique ? Moi, comment vous allez vous faire financer ? D'abord, ce que je pense, c'est que la société française, elle est, sans que les Français s'en rendent compte, elle est surchargée par des espèces de poids morts qui sont très importants. Lesquels poids morts, c'est des coûts. D'abord, le millefeuille administratif dont on parle. Je rappelle qu'à partir du 15 janvier 1790, les révolutionnaires suppriment toutes les provinces de France et ils créent les départements. À partir du 15 janvier 1790 jusqu'en 1982... j'ai l'impression d'avoir Pierre Bellemare, là. On est bon, là. Jusqu'en 1500... Une petite histoire de Noël. Non, mais jusqu'en 1982. Pendant près de 200 ans, il y a eu l'État
que ce soit le Royaume de France, que ce soit la République française, que ce soit l'Empire français, puis de nouveau l'État, les départements et les communes. Point barre. Bon. En 1982, les socialistes ont créé les régions collectivités territoriales de plein exercice. Donc on a eu l'État, les régions, les départements, les communes. C'est une nouvelle couche. 1757 conseillers régionaux. C'est de la subornation de vote ? En tout cas, c'est un poids considérable. On se passait très bien des régions avant. Ils ont recréé ça pour des raisons historiques, mais vous allez rigoler si je commence à faire. Je renvoie ceux qui m'écoutent et qui ça intéresse d'aller sur ma conférence sur les eurorégions. Et puis, 10 ans après, 1992, on nous a mis encore une 5e couche, c'est la couche de l'Union européenne, qui a vocation à être un État. Donc actuellement, on a l'Union européenne, l'État, la France, les régions, les départements et les communes. En fait, le grand débat qui va avoir lieu dans les années qui viennent, ce que je ne cesse de dire, c'est que vous avez les euro-atlantistes, ceux qui veulent une espèce d'empire euro-américain, qui vont progressivement dézinguer l'État France, le niveau France, et le niveau département et communes, pour faire disparaître la France et fusionner les communes et les départements dans des comtés à l'américaine. Allez-y, moi j'en ai vu des maires, j'en suis à peut-être 95 maires que j'ai rencontrés. 98% des maires des Français sont dans vent debout. On est en train de supprimer contre leur volonté des milliers de communes en France. Bon, alors que la petite commune, c'est le niveau... je vous ouvre une parenthèse, sans couper votre raisonnement. On sort de l'Union européenne, c'est ça ? Comment vous faites pour l'évasion fiscale ? Et la fuite des capitaux ? C'est dommage que vous m'interrompiez, parce que j'avais quand même commencé à dire quelque chose que je crois très important. Alors, finissez... Le projet euro-atlantiste, c'est en fait, à terme, Union européenne, région, comté. Il n'y a plus de France. D'accord. Il n'y a plus de France. Les Corses, ils vont être contents. Oui, Corsica, Occitania, Bresse, Alsace, Flanders, Scotland, Wales, Pays Vascos, Catalunya, c'est ça. Est-ce que les Français sont d'accord pour qu'il n'y ait plus de France ? Bon, moi j'ai une amie qui a mon âge. Un jour, je la présente à d'autres amis et je vous présente Olga, qui est serbe. Et elle m'a répondu « Non, François, je ne suis pas serbe, je suis yougoslave. » Ça existe dans la vie des peuples et des nations que des gens voient le pays de leur enfance, de leurs ancêtres, disparaître. Moi, alors il y a peut-être des gens qui sont pour, moi je suis contre. Moi j'estime que nous devons préserver la France, pas seulement pour nous, pour nos ascendants, pour nos descendants et pour le reste du monde, parce que la France est un patrimoine historique. C'est une puissance qui peut s'opposer à l'impérium américain ou à l'impérium russe ou je ne sais pas quoi. Donc moi je suis patriote, je suis fier de mon pays. Et comme disait De Gaulle, les patriotes sont les gens qui aiment leur pays, les nationalistes sont ceux qui détestent le pays des autres. Moi je veux que demain il y ait un Japon. Quelle était ma parenthèse ? Alors, je termine là, effectivement. Nous, ce que l'on veut, c'est supprimer l'Union européenne, les régions. Et nous, on propose, et je proposerai, des économies considérables. Combien ? Ça se chiffre en milliards. Combien ? Déjà sortir de l'Union européenne, en coût direct, c'est 9 milliards d'euros d'économies. Puisque nous donnons chaque année 9 milliards d'euros de plus que nous recevons. Deuxièmement, sortir de l'Union européenne, ça veut dire que pour toutes les TPE, les commerçants, les artisans, etc., qui n'exportent pas, on allègera considérablement des quantités de réglementation d'origine européenne. Que les entreprises qui exportent, notamment sur les pays de l'Union européenne, elles conserveront, si elles le souhaitent, pour pouvoir continuer à exporter. Ça sera pour eux un truc sine qua non. Mais les TPE, les artisans, les commerçants qui n'exportent pas, qui vivent... eux, ils n'ont pas besoin d'avoir toutes ces quantités de réglementation. Si vous allez si vous allez sur l'Observatoire de l'Europe, un type qui s'appelle Christophe Baudouin, en 2008, à partir d'études qui avaient été faites aux Pays-Bas, aux États-Unis, il chiffrait ce surcoût administratif colossal à peut-être 50 milliards d'euros qui pèsent sur la société française. Moi, je supprime les régions, je les transforme en établissements publics régionaux, comme du temps de Pompidou en 72, des toutes petites structures. Ça permet de supprimer 1757 postes de conseillers régionaux. François, ma parenthèse, c'était quoi ?
On sort de l'Union européenne. Comment vous allez lutter contre la fuite des capitaux? Parce que vous pensez que l'Union européenne permet de lutter contre la fuite des capitaux? Donc non, vous la France sort, il y a un Brexit, il y a un Frexit. Un Frexit, oui. Comment vous allez empêcher l'hémorragie des capitaux? Nous ferons ce qui d'ailleurs est l'un des Comment vous allez les rassurer? Mais nous ferons ce qui est l'un des objectifs essentiels, pas le seul, mais un des objectifs importants de la sortie de l'Union européenne, c'est que nous allons mettre un terme à la libre circulation des mouvements de capitaux. Article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Cet article qui dit toute restriction aux échanges de mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers, sous-entendu de l'Union européenne, sont interdites. Cet article-là, c'est celui qui a été créé par le traité de Maastricht de 1992, qui a été repris dans le traité de Lisbonne. Cet article, il explique les délocalisations. Voilà. Avant, sous Vincent Auriol, sous René Coty, sous Charles de Gaulle, sous Georges Pompidou, sous Valéry Giscard d'Estaing et sous François Mitterrand jusqu'en 92, il n'y avait pas de délocalisation. Voilà. Ce qui a permis les délocalisations, c'est cet article-là. C'est pour ça que Montebourg, il vous dira, oui, Made in France et ci et ça, ou Monsieur Mélenchon, on leur dit, et l'article 63. Alors à ce moment-là, ils disent, mais on va piétiner les traités. Mais on ne peut pas piétiner les traités parce qu'il y a la Cour de justice de l'Union européenne, ce dont ils ne parlent jamais. Parce qu'il y a un organisme qui est chargé de faire respecter les traités par les pays. Donc votre question qui me dit l'évasion des capitaux, bien, nous rétablirons le plus vite possible les contrôles des mouvements de capitaux. Je vous signale qu'au moment de la crise à Chypre... On ne me signale pas. Merci. Au moment de la crise à Chypre, les autres pays de l'Union européenne, violant d'ailleurs les traités, ont rétabli les contrôles des mouvements de capitaux. On ne pouvait plus sortir de Chypre les capitaux que l'on voulait, notamment vers le reste de l'Union européenne. Ils ont même, de facto, pendant quelques temps, l'euro n'a plus existé à Chypre. Oui, c'est ce qui a permis aussi de bloquer les investissements russes à Chypre, c'est ça? Ça doit être sympa, les dîners de Noël avec vous, sans déconner. Hein. On se retrouve à table avec vous à Noël, là, c'est foutu. Mais attendez, vous allez me reprocher quoi? Vous êtes intarissable. Non, je vous reproche rien. Vous me reprochez finalement de connaître mes dossiers? Ouais, les téléspectateurs qui nous regardent, ou les internautes qui nous regardent... Est-ce que vous sourcez tout de A à Z? Oui, enfin, c'est un peu mon métier. Hein. J'ai lu un très long papier d'un historien qui vous reprochait un petit peu de vous accommoder avec l'histoire. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre? Je lui répondrai que, bien entendu, quand on fait une conférence de 3 heures sur l'histoire, de 3 heures sur l'histoire de France, c'est pas une thèse universitaire. Ça, je suis d'accord. Bien sûr, il y a des raccourcis. Je sais que certains vont me dire, oui, il reprend le roman national, parce que c'est la grande thèse, hein, maintenant, le roman national. Mais alors si le roman national, ça fait partie de notre histoire, justement, et qu'il y ait certains passages qui aient été un peu enjolivés, je dis bien sûr, et les autres pays du monde. Et votre historien, le roman national américain, il s'y est intéressé au roman national américain, hein? Pourquoi, par exemple, on tape sur systématiquement l'histoire de France? Qui a nous expliqué qui était George Washington, qui meurt le, je sais plus quoi, 18 décembre 1799, avec 300 esclaves noirs? Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi il n'y a pas des campagnes constamment aux États-Unis d'Amérique? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas débaptisé la capitale Washington qui porte le nom d'un esclavagiste? Pourquoi ils ne le font pas? Et puis on pourrait parler de tous les pays du monde. Tous les pays du monde ont un roman national, ont une histoire comme ça. Alors oui, bien sûr, j'ai jamais prétendu que ma conférence de 3 heures et quelques sur l'histoire, c'était une thèse universitaire. J'ai cité énormément de documents, notamment d'historiens du 19e siècle, qui s'inscrivent effectivement dans une période de l'histoire. Mais c'est une période justement où on essaye de bâtir, notamment sous la Troisième République, on essaye de bâtir un peuple français, une république française. L'immigration, les flots de migrants. Oui. On en fait quoi? C'est une passion chez vous de m'empêcher d'aller jusqu'au bout de mes Non, raisonnements. c'est une passion chez vous de... Non, d'être précis. Long. Et d'aller... Écoutez... Des flux de migrants. Comparé aux autres candidats. Non mais bon. Je vais vous dire quelque chose. Je connais... J'ai mangé du François Asselineau pendant à peu près 10 jours. J'en ai mangé jusqu'à 4 heures du matin. Ça vous a intéressé alors? Pendant à peu près 4 jours, non-stop jusqu'à 4 heures du matin. Donc François Asselineau, je le connais. J'ai été fact-checké des 3 trucs. Bon, on s'accordera sur l'interprétation de l'histoire, je veux bien. Maintenant, on va parler concret. Vous êtes président demain, les flux migratoires, vous faites comment? 1, pour les stabiliser, 2, pour les encaisser, 3, pour peut-être les intégrer. Comment on fait? Alors, premièrement...
excusez-moi encore une fois d'être précis, mais l'Union européenne, ça n'est pas Schengen. Les accords de Schengen sont dissociés de l'appartenance à l'Union. C'est tellement vrai que vous avez des pays comme l'Islande ou la Norvège qui ne sont pas dans l'Union européenne, qui sont dans Schengen, et réciproquement, le Royaume-Uni ou l'Irlande qui ne sont pas dans Schengen et qui sont dans l'Union européenne. Donc ce que nous disons, c'est que le problème, c'est la sortie de l'Union européenne. Sur les accords de Schengen, on demandera l'avis aux Français. Je signale au passage que le contrôle des flux de personnes est la règle commune en France. Il y a des gens qui disent « vous voulez rétablir les contrôles aux frontières ». Je dis non, ça n'est justement pas mis dans le programme. Nous, on proposera aux Français est-ce qu'ils veulent ou non sortir des accords de Schengen. Mais je fais remarquer à ces gens que lorsque vous prenez l'avion pour aller à Djerba, pour aller à New York, pour aller à Moscou, pour aller à Londres, vous êtes obligé de présenter vos papiers. C'est d'ailleurs comme ça dans le monde entier. D'ailleurs, les gens, en général, qui sont les partisans de la construction européenne, qui poussent des cris d'orfraie en disant « vous allez rétablir les contrôles aux frontières », s'il y a bien un pays au monde où il est difficile de franchir les frontières, c'est quand même les États-Unis d'Amérique, avec leur passeport biométrique, leur délire général. Donc, moi, ce que je dis, c'est qu'on demandera l'avis des Français. Premièrement. Deuxièmement, ce que moi je veux, c'est qu'on arrête, et là je rejoins Donald Trump, c'est qu'on arrête de déstabiliser ces pays. Je suis désolé, mais le régime, comme on dit, de Kadhafi, il était ce qu'il était. Le régime de Saddam Hussein, il était ce qu'il était. Le régime de Bachar el-Assad, il était ce qu'il était. Mais il y avait des pays qui tenaient la route, qui ont été déstabilisés. Et ce qu'il y a maintenant, c'est bien pire que ce qu'il y avait alors. Donc déjà, la France a prêté main forte à ce genre d'opérations qui sont d'abord totalement illégales au regard du droit international, qui ont fait des dizaines et même des centaines de millions de morts et qui ont ravagé des pays. Regardez, là, il y a 70% des gens qui ont fui leur pays. Peut-être pas, mais comment des dizaines de millions de morts, à la rigueur. Des dizaines de milliers de morts. Pardon, j'ai compris des millions. Non, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de morts. Sur l'Irak, les estimations, c'est 1 milliard, 1 milliard 300... 1 million. Je commence à être fatigué. 1 million à 1 million 300 000 morts. Bon, en tout cas, il y a eu des dizaines et même des centaines de millions de morts. Ces pays, d'ailleurs, au passage, que ce soit la Syrie ou l'Irak ou Kadhafi, mais en tout cas Syrie et Irak, c'était dirigé par le parti Baas, des partis laïcs s'inspirant de la laïcité à la française. Et c'est en déstabilisant ces régimes que l'on a maintenant des seigneurs de la guerre qui prolifèrent avec la prolifération. Et quand on vous dit que c'était des révolutions colorées de l'intérieur, c'était pas une volonté du peuple syrien de s'affranchir de Bachar el-Assad ? Non, c'est une déstabilisation pure, fondée probablement, bien entendu, sur certaines récriminations, fondée aussi sur... Vous savez, ces pays sont des mosaïques. C'est comme la Yougoslavie. Bon, le Moyen-Orient, vous avez des quantités. Par exemple, en Syrie, vous aviez des musulmans sunnites, des musulmans chiites, des alaouites, des chrétiens. En Irak, c'est pareil. Vous aviez des chrétiens nestoriens. Vous avez tout ça. Et des choses qui sont des équilibres. Ce sont des pays qui, au passage, n'ont jamais été des démocraties. Donc on arrête de faire n'importe quoi. On arrête de faire n'importe quoi. Voilà. Bon, donc déjà, ça, c'est un deuxième point. Troisième point. On essaye de favoriser le maintien des populations dans les pays du Sud chez eux. Parce que les gens qui quittent leur pays, c'est jamais par plaisir. S'ils le font, c'est regarder les pays du Sahel. Est-ce que vous vous rendez compte, par exemple, qu'avec la construction européenne, on donne actuellement, par l'intermédiaire de l'Union européenne, beaucoup, beaucoup plus d'argent par habitant aux Estoniens, aux Lettons, aux Lituaniens, aux Hongrois, aux Bulgares, qu'aux Sénégalais, qu'aux Ivoiriens, qu'aux Maliens, etc. Qui parlent notre langue, c'est ça ? Comment ? Qui parlent notre langue ? Qui parlent notre langue, il y a des immigrés sénégalais, maliens en France, quand ils achètent un produit, il y a un taux de TVA, il y a un petit morceau qui va aller financer la Bulgarie, donc, etc. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Il nous reste... Il est déjà très tard, là. Donc les flux migratoires... Et par ailleurs, alors pour les gens qui me découvriraient, je rappelle quand même que nous sommes un parti extrêmement républicain, que nous voulons rétablir ce qui a été le génie français, qui est un génie assimilationniste. C'est-à-dire que les gens en France... Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe en réalité. En réalité, tout est fait pour détruire la République française. Tout est fait selon le schéma que j'évoquais tout à l'heure. On a des gens qui, en permanence, jettent de l'huile sur le feu, constamment. L'affaire du Burkini cet été. Moi, j'ai pas dit un mot sur le Burkini, parce que ce truc était pourri de A à Z. Moi, je ne suis pas là pour jeter de l'huile sur le feu. Je suis là pour dire à tous les Français, quelle que soit leur origine, leur couleur de peau, leur religion, nous sommes tous Français à égalité de droits et de devoirs. À égalité de droits et de devoirs. Voilà ce que... Eh bien, vous savez,
À l'UPR, nous avons, j'ai pas calculé précis, mais au vu des patronymes, etc., je dis il y a au moins 12 à 14% de nos adhérents qui sont des Français. Vous ne tenez pas des fiches, j'espère. Non, mais qui sont des Français d'origine... Ni de fichiers. Non, des Français d'origine immigrée. Qu'est-ce que vous pensez du fichier qui fiche 60 millions de personnes? C'est un fichier, je n'ai vu que ce qu'on en a dit dans la presse, donc je me méfie toujours un peu, mais a priori, je trouve ça très inquiétant, parce que la CNIL, je suis pas sûr que la CNIL ait donné son point de vue, et il y a quelque chose qui sont absolument scandaleuses, c'est notamment l'affaire de l'état d'urgence constant. Quand vous pensez que ça va faire quoi, 14 mois, 13 mois, que maintenant qu'on est en état d'urgence, il y a des gens qui me disent « Oui, mais on voit pas la différence. » Oui, c'est vrai qu'à Nice, par exemple, au moment de l'attentat du 14 juillet, les gens n'ont pas vu la différence. Ça prouve effectivement que les contraintes de l'état d'urgence, normalement, c'est pas plus des rassemblements de pas plus de 5 personnes en public, ne sont pas suivis, ça c'est vrai, mais demain, on peut aller perquisitionner chez vous à 3 heures du matin, et sans commission rogatoire, parce que c'est l'état d'urgence. Donc ça affaiblit l'état de droit, nos libertés publiques, et surtout ce que je trouve extrêmement grave, c'est une technique constante, notamment de la construction européenne. Le maintien de la peur. C'est la tactique du salami et de l'ennui. L'ennui, c'est-à-dire ce sont des choses compliquées, donc les gens disent oh, arrête de me gaver avec ces histoires d'état d'urgence, j'y comprends rien. Arrête de me gaver, c'est un petit peu ce que vous m'avez dit avec ces articles des traités européens. Non, vous me gavez pas. C'est l'ennui. Je vous trouve soporifique et très long. Non, mais c'est parce que... Mais oui, mais justement, j'explique ça aussi. C'est que Hitler, Mussolini, Staline, Napoléon, des grands dictateurs de l'histoire sont renvoyés au rang de gougnafiers parce qu'ils établissaient leur pouvoir par la force des armes. Maintenant, on a une dictature qui avance année après année, par tranche de salami, vous savez, tranche par tranche, on ne voit pas le truc passer, et ça avance par ça, et par l'ennui. Parce que c'est vrai que c'est extrêmement emmerdant de parler des traités européens, je le reconnais. Vous voulez gâcher une soirée, vous parlez des articles 63, de l'article 42, de l'article du TUD, de l'article 38 et 39 du TFL. Là, vous gâchez la soirée. Mais, si on ne fait pas ça, les gens ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Et pour la première fois dans l'histoire, on a une dictature qui est en train de s'imposer par l'ennui et la technique du salami. Je vous mets juste une parenthèse, je vais regarder mes acolytes. Vous avez des questions à poser? Non? Bon, allez, on va... Ah, qu'est-ce que vous pensez des mouvements politiques horizontaux de type Ma Voix et de type Bleu, Blanc, Zèbre ou la Maison des Citoyens? Je trouve que c'est sympathique parce que ça témoigne. Il y a quelque chose de sympathique et de sain. C'est que ça témoigne du fait que des gens veulent se redresser, veulent agir. J'explique souvent que le mot démocratie, ça vient du grec ancien, démos, le peuple, et kratos, le pouvoir. Mais kratos, en grec ancien, c'est le pouvoir par la force. C'est pas la même chose que arché. Arché, c'est le pouvoir légitime. Un monarque. On dit pas, c'est pas un monocrate. On dit un autocrate, c'est un type qui a pris le pouvoir par la force. L'étymologie veut dire que la démocratie nécessite que les gens soient debout. Il faut se redresser. C'est pour ça que ces mouvements, comme ceux que vous citez, à mon avis, témoignent de quelque chose de sain. Il n'y a rien de pire que les gens qui sont avachis à ne rien faire et à regarder une série américaine. Ça, à mon avis, c'est la chose la pire qui puisse arriver à la République française. Il faut se redresser. Maintenant, ce que je pense aussi, et là, ceux qui m'écoutent, ils vont peut-être tiquer, mais c'est que je pense qu'il faut quand même bien connaître les rouages de l'État, les contraintes des traités internationaux qu'a souscrit la France. Il ne faut pas partir d'idées générales, parce que ça, c'est très gentil, les idées générales. Mais justement, comme disent les Allemands, der Teufel liegt im Detail. Leur diable réside dans les détails. Moi, ce que j'ai voulu faire avec l'UPR, et j'ai pas les dents qui rayent le parquet. Vous savez, si vous me connaissiez, moi je suis plutôt un idéaliste, un intellectuel. Moi, j'aime bien être sur une plage avec un livre, et puis voilà. Donc, si je brigue l'Élysée, c'est pas parce que j'ai envie c'est parce que j'ai envie vraiment de redresser mon pays et rendre aux Français leur démocratie. Vous avez combien d'enfants? J'en ai 2. Quel âge? J'ai ma fille qui a 24 ans et mon fils qui en a 18. Vous parlez d'écologie avec? Oui, un petit peu, bien sûr. Oui. Qu'est-ce qu'ils vous en disent? Ils sont un petit peu comme tout le monde, enfin comme tous les jeunes d'aujourd'hui, c'est-à-dire ils font attention, c'est un sujet qui les préoccupe. Vous faites quoi tous les jours, vous, pour l'écologie? Est-ce que vous arrêtez de manger de la viande? Alors ça, c'est pas forcément de l'écologie, ça c'est la mode pour le... Combien de litres d'eau il faut pour faire 1 kilo de bœuf? Oui, c'est vrai, mais bon, moi, je vous rassure, mon programme, ça n'est pas d'imposer la fin de la consommation de Alors, je repose ma question. Qu'est-ce que vous faites tous les jours pour améliorer l'écologie?
je combats la construction européenne. Oh là là. Oui, parce que le modèle, ça c'est quelque chose que les gens de EELV, par exemple, ils devraient s'expliquer, les gens de EELV, les Verts, ou les gens qui sont partis. Parce que, je suis désolé, mais l'article 38 et 39 du TFE, qu'ils aillent se renseigner, la course constante à l'amélioration de la productivité, le fait que constamment, on place les agriculteurs français devant le modèle sous-jacent, c'est le modèle des grandes plaines de l'Oklahoma ou de l'Arkansas ou de la Saskatchewan. On a un modèle d'agriculture hyper productiviste. Pas seulement l'agriculture, l'industrie. L'industrie consiste, la mondialisation consiste à aller fabriquer. Pourquoi l'homme le plus riche du monde, Amancio Ortega, c'est un type qui a fait fortune avec Zara. Alors, il s'est fabriqué tous les vêtements au Bangladesh. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour réduire votre empreinte écologique ? Eh bien, par exemple, nous, à partir du moment où on cesse la libre circulation des mouvements de capitaux, à partir du moment où on relocalise en France ce que l'on peut, il ne s'agit pas de se refermer sur le monde, mais il s'agit d'être raisonnable. À partir du moment, par exemple, où on fabrique en France, où on a une certaine autosuffisance alimentaire, à partir du moment où... Votre coton, il viendra d'où ? Ah ben, on importera du coton, bien sûr. Et oui, de la même façon qu'on exportera du vin. Il ne s'agit pas... Il ne faut pas être... comment dire... On n'est pas dans l'asymptote. C'est pas parce que l'on dit qu'il faut essayer de relocaliser une partie de notre industrie, notre agriculture, avoir une agriculture locale. On a d'ailleurs tout un programme sur l'agriculture pour développer on a d'ailleurs chez nous tout un mouvement parmi nos adhérents qui sont des gens qui sont en faveur de mouvements comme la permaculture, en faveur d'une agriculture bio, voire ou raisonnée, c'est-à-dire vous connaissez toute la réflexion sur la nature des sols qui a été pourrie depuis une quarantaine d'années par l'hyper productivité. C'est inscrit dans les traités européens. Que les gens qui m'écoutent, qui sont écologistes, ils aillent d'abord lire l'article 38 et l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il y a peut-être beaucoup de lobbies là-dessus, non ? Bien sûr, il y a des lobbies. Mais pourquoi ? Évidemment qu'il y a des lobbies, qu'il y a Monsanto, BASF qui sont derrière. Qu'est-ce que vous ferez contre les lobbies, vous ? Nous, on veut les interdire parce que ça s'appelle du trafic d'influence pour la République. Ça s'appelle du trafic d'influence. Donc, normalement, d'ailleurs, avant que la France ne devienne une colonie mentale des États-Unis d'Amérique, avant, il y avait en France, le trafic d'influence était puni par la loi. Donc ça, effectivement, le lobby de Monsanto, le lobby de BASF, avec leurs OGM, machin, et trucs et maïs, ça, c'est tout à fait inadmissible. Mais d'où ça vient ? Ça vient encore une fois de l'Union européenne. Est-ce que les gens qui m'écoutent savent, par exemple, que les directives OGM venues de Bruxelles ont été imposées à la France, que les députés, vous savez qu'il faut transcrire en droit français les directives européennes. Les députés, 90% des députés, ils n'ont pas eu envie de retourner dans leur circonscription pour, tel le Macron moyen, se ramasser des œufs ou des tomates sur la tête. Ça, c'est encore gratuit, ça. Ils ont eu envie... Il faut éviter ça sur notre chaîne. Hein. Bon, écoutez, je suis comme je suis. Oui, donc, ils n'ont pas eu envie, les députés, de transcrire en droit français la directive OGM. Mais, et ça, je m'adresse ici à M. Montebourg et à M. Mélenchon. Ils ne le savent sans doute pas, un truc qui s'appelle la Cour de justice de l'Union européenne. Voilà. La Cour de justice de l'Union européenne, elle doit, c'est pas elle peut, elle doit saisir, la Commission doit saisir la Cour de justice lorsqu'un État viole les traités ou ne respecte pas la transposition de directives obligatoires. C'est ce qui s'est passé. La France a été déférée à la CJUE. Les juges de Luxembourg ont regardé ça. Ils ont dit, en effet, il y a une directive OGM, ça fait 3 ans que ça dure, la France n'a toujours pas transcrit. Condamner la France. À condamner à quoi ? Premièrement, à transcrire la dite directive. Ça ne servait à rien d'attendre, finalement. Deuxièmement, à subir une pénalité de 163 000 € par jour de retard. Alors, 163 000 € par jour de retard, ça fait 1 630 000 pour 10 jours, 16 300 000 pour 100 jours, 50 millions pour 1 an, 150 millions pour 3 ans. Il faut savoir qu'actuellement, dans le budget de l'État, on a prévu dans le budget de l'État, chaque année, quelque chose comme 150 à 200 millions d'euros pour les pénalités qu'on va subir de la CJUE parce qu'on tarde à transcrire les directives venues de Bruxelles. Alors moi, je m'adresse ici à la fois à ceux qui croient qu'on peut désobéir au traité. Non, on ne peut pas désobéir au traité, parce que sinon il y a une sanction. Alors évidemment, certains vont dire, mais oui, on ne paye pas les sanctions. Bah oui, mais si on ne paye pas les sanctions, à ce moment-là, on se met en colère et on se met en opposition avec tous les autres. Donc on va aller jusqu'où ? Moi, je veux que l'on respecte la souveraineté des Français. Je n'ai pas envie d'imposer la volonté de la France aux Allemands ou aux Britanniques. Allez, deux dernières questions, puis on en aura terminé. Alors, avant-dernière question, la guerre contre la drogue et votre avis sur le cannabis. Qu'est-ce que vous pensez de la guerre contre la drogue ?
Vaste sujet. Ce que je pense, c'est que les sociétés occidentales sont devenues des sociétés anxiogènes et schizoïdes. Voilà. Pourquoi ? Parce que vous avez... J'ai brièvement tout à l'heure glissé le nom de Amancio Ortega qui fait fabriquer les vêtements au Bangladesh, qui est devenu la première fortune mondiale devant Bill Gates. Il a 79 milliards d'euros de dollars de fortune personnelle. Mais il n'y a pas que lui, il y a Carrefour, il y a Auchan, etc. C'est un exemple. En fait, les sociétés occidentales, le monde occidental, la prétendue mondialisation a eu pour effet de bâtir une espèce d'économie négrière au niveau planétaire. Il y a d'un côté les peuples blancs qui consomment, et d'autre côté les peuples pauvres, qui le sont d'ailleurs de moins en moins, mais qui s'enrichissent, ce qui est normal, en Asie, etc., qui, eux, travaillent et bossent pour les autres. Voilà. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez, typiquement, vous allez chez Zara, une femme va chez Zara... Quelle était la question ? J'y viens. Elle est divisée en deux. Les Français, les Occidentaux sont divisés en deux. Il y a un côté d'eux, c'est le consommateur, qui trouve tout à fait sympathique, effectivement, de pouvoir acheter une robe à un prix pas trop cher, ou bien d'avoir des produits électroniques bon marché, etc., qui sont fabriqués à l'autre bout du monde. Et puis il y a l'autre partie, c'est le salarié, lui, il n'a pas d'emploi. Il a perdu son emploi. On assiste dans les sociétés occidentales à la montée concomitante du chômage, des inégalités, et de l'autre côté, des objets désirables qui affluent dans les galeries commerciales. Avec ce genre de société, on assiste à l'augmentation d'une espèce de mal de vivre colossal. En plus de ça, c'est des sociétés qui ont perdu du sens. On fait croire aux gens, c'est toujours l'histoire de la Rolex, on fait croire aux gens que vivre, c'est avoir. Non. Il y a une perte de sens, une perte de l'objet de la vie, la gratuité, le bénévolat. Pourquoi nous, ça marche, on a énormément de bénévoles à l'UPR qui retrouvent un peu du sens à leur vie. Et même dans ces sociétés, vous avez les gens, ils boivent, il y a l'augmentation de l'alcool, augmentation de la drogue, augmentation de la consommation des anxiolytiques, plus 100% en 10 ans en France, et puis augmentation de la criminalité. Donc, déjà, pour vous me poser une question sur la drogue, moi j'essaie toujours, quand on me pose des questions, de voir le problème contre la drogue. De voir le problème dans son ensemble. La première chose, c'est déjà de faire baisser l'appétence, la volonté de consommer de la drogue. C'est-à-dire de redonner aux gens le sentiment de bien-être dans leur propre société. Ça fait 4000 ans que l'humanité consomme des drogues. Oui, mais pas à ce rythme. Pas au rythme actuel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, je suis pas un spécialiste. Je regarde un petit peu ce qui se passe à droite et à gauche. Moi, je pense que s'agissant du cannabis, puisque vous me posez la question du cannabis, moi, je ne vais pas vous dire, je ne caresse pas les gens dans le sens du poil, je ne vais pas vous dire que j'autoriserai le cannabis. Oui, mais je ne me demande pas que vous... La question, c'était la guerre contre la drogue. Eh bien, la guerre contre la drogue, il faut s'attaquer. Alors, moi, sur l'affaire du cannabis, moi, j'ai regardé des enquêtes. Moi, j'ai ma fille, justement, qui fait des études de médecine. Elle fume des joints un peu, non ? Comment ? Elle fume des joints ? Non, je ne crois pas. Comment vous abordez le sujet avec votre fille ? En fait, on n'en parle pas, mais je la connais. Je ne pense pas qu'elle en fume. Je n'en sais rien. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui en fument, ça c'est vrai. Je pense que la situation actuelle, qui est une situation assez hypocrite, n'est pas terrible. Mais ce qu'il faut d'abord et avant tout, c'est effectivement lutter aussi contre les gens qui pourvoient la drogue. Mais qui est le cannabis, c'est un truc un peu particulier. C'est quand même une drogue assez légère, même si beaucoup de médecins tirent la sonnette d'alarme en disant... Mais c'est plus très vrai, parce que maintenant, comme il y a une guerre contre la drogue qui est complètement contre-productive, maintenant, les importateurs, les contrebandiers de drogue font venir de la drogue très très forte. Oui, mais écoutez... Qui produit de la drogue en Afghanistan ? Le gouvernement américain ? C'est vous qui l'avez dit. Non, je vous pose la question. Et tout le monde sait que la CIA a été derrière l'augmentation colossale de la production de drogue, d'opium en Afghanistan. Qui est-ce qui est derrière les barons de la cocaïne en Colombie ? Moi, écoutez, je pense qu'il y a derrière FARC, tout ça... Non ? Comment ? Les FARC ? Oui, mais moi, écoutez, je ne suis pas omniscient. Peut-être qu'il y a sur des sujets des choses que je ne connais pas. Ce que je sais en tout cas, c'est que la drogue a été utilisée aussi pour déstabiliser. C'est pas nouveau. Vous connaissez les guerres de l'opium. Les guerres de l'opium en Chine. Non, François, on ne s'énerve pas. Vous avez déjà fumé un petit joint quand même ? La réponse est non. Jamais ? Non. Un petit thé, quelque chose Non, franchement non. Non, ça m'a honnêtement... D'ailleurs, je ne fume pas. J'ai fumé le cigare. Oui. Brièvement. Jamais pris de drogue une seule fois ?
Non. Des petits champignons? Ah, non, jamais? Non. Bon, c'est pour déconner. Non, mais c'est vrai, je vous dis là. Non, je suis pas. De façon générale, je n'aime pas être, par exemple, l'alcool. L'alcool. Je bois du vin. Vous avez déjà pris une grosse cuite? Oui, ça m'est arrivé. Je m'en suis. J'ai pas aimé du tout. Une cuite quand j'étais jeune, quand j'avais 22 ans, ça m'est arrivé. Et en fait, ça m'a... Vacciné. Oui, franchement. J'ai trouvé ça très avilissant. J'étais malade, d'abord. Et donc, mais j'aime bien boire quand même un petit peu de vin de temps en temps. Et c'est normal, non, faut pas déconner. Un peu moi, je suis quand même quelqu'un je suis bon vivant. Non, ça se voit pas du tout. Hein. Épicurien, non? Pas épicurien. Est-ce que vous cuisinez à la maison? Ouais, ça m'arrive. Oui. Vous cuisinez quoi? J'ai quelques spécialités, ça va vous faire rire. Mais par exemple, j'aime bien les plats thaïlandais. Voilà. Je fais un bon, je crois que je peux dire, un bon poulet. Pas de thaï, un poulet thaïlandais. C'est avec du galanga, avec du gingembre râpé, et puis avec. Bon, on viendra manger chez vous. Allez, dernière question. Un conseil pour les jeunes générations. Là, une bouteille à la mer. Le conseil, qu'ils se redresser. Ils ont un outil fantastique. Honnêtement, c'est la théorie, vous savez, de l'armée du bouclier. Ils sont dans un monde qui est assez tragique, qui est très, très terrorisant. Mais ils ont un outil fantastique qui est quand même Internet. Et sur Internet, les gens disent « ouais, il y a de tout ». Oui, il y a de tout. Mais sur les grands médias, il n'y a rien. Donc sur Internet, il y a de tout, mais il y a aussi des choses qui résonnent par eux-mêmes, qui se fassent leur opinion par eux-mêmes, qu'ils développent la capacité de discernement et puis la bénévolence et l'ouverture sur autrui. Voilà. L'ouverture sur autrui. Il y a quelque chose, par exemple, dans mon programme, nous, on est contre la mondialisation, mais on est pour l'universel, parce que c'est le grand génie français de l'universel. Moi, je l'ai dit, qu'à la télévision française, sur TF1, on ait, chaque mois, un grand film d'un grand pays étranger, mais qui ne soit pas les États-Unis. Un grand film indien de Bollywood, avec une nuit indienne. Moi, je suis allé dans tous ces pays. J'aime beaucoup de pays du monde. Vous savez, avec Internet, on peut se faire tous les soirs. Hein. Oui, mais tout le monde n'est pas sur Internet. Remarquez, vous avez raison, parce que de toute façon, c'est vrai que la consommation de télévision est en chute libre. Mais en tout cas, ça peut donner quand même de l'exemple. Alors, si les internautes ils sont sur Internet, qu'ils aillent voir Jodha Akbar, qui est un grand film péplum bollywoodien. Ça se passe sous l'empereur Akbar au début du XVIe siècle. C'est les Moghols qui sont donc musulmans contre la population hindoue. C'est un film, moi, je le trouve fabuleux. Vous avez des questions à nous poser? Profitez-en, parce que la prochaine fois qu'on vous invitera, ce sera pour les prochaines présidentielles. La question que je voudrais vous poser, c'est que... je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que dans le monde d'aujourd'hui, dans les médias d'aujourd'hui, le problème numéro 1, c'est de respecter la charte de Munich et le problème de la loyauté. Donc ça, c'est votre question, ça? Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? De respecter la charte de Munich? Ouais. Clairement. Et la loyauté? La loyauté par rapport à quoi? Par rapport aux questions, par rapport à les gens. Moi, je vois des journalistes. La seule loyauté qu'on doit, c'est la loyauté auprès de notre communauté. Point barre. Oui, mais la loyauté, ça veut dire on pose des questions sans avoir déjà les réponses. Voilà. Parce que moi, j'ai vu des journalistes. Ils sont venus me voir. Hein. Ils savent déjà, le papier est déjà écrit. C'est un papier pour me traîner dans la boue. Voilà. Donc, ce sont des gens. Ce ne sont pas des journalistes. Ce sont des petits propagandistes. Et ben ça, c'est ça qui manque. J'espère, je pense. Enfin, les questions que vous avez posées, elles sont rudes, mais elles sont bien. Parce que ça a été vachement cool. Hein. Non, mais vous m'avez posé des questions, vous m'avez poussé dans mes retranchements. Ah non, on avait envie de vous détruire à cause de votre communauté qui nous a harcelés. Mais c'est pas ma communauté. Moi, est-ce que vous voulez pas leur faire un petit message en disant soyez cool, que les gens qui m'écoutent et qui apprécient l'UPR arrêtent de harceler les médias. Enfin, par exemple, excusez-moi, quelques. Non, on est cool, on laisse pas. Mais en revanche, il faut les comprendre. Moi, je n'ai donné aucune instruction. Il faut les comprendre. Non, mais on les comprend. On discute avec eux, on les a gérés. Ils sont polis, il n'y a pas de problème. On n'a pas eu plus de problèmes que ça avec eux. Bon, passons. Écoutez, François Lesillo, merci d'être venu nous voir. Merci de m'avoir reçu. C'est la dernière interview de la soirée et on est content. Vous étiez fort agréable, contrairement à d'autres partis politiques qu'on a contactés. Il n'y a aucun problème avec vous. Vous avez tenu vos engagements à la minute près. Et ça fait plaisir que vous respectiez l'Internet dans vos engagements. Et je tenais à le dire parce qu'on a eu très peu de politiques qui ont été courtois avec nous.
Il y en a eu, mais pas tous. François Zinoux, merci. Merci.